Caroline avait l'habitude de conduire un peu plus vite que la normale. Elle ne le faisait pas par irresponsabilité, mais parce qu'elle avait toujours été habituée à être aux commandes. C'était une impulsion qui venait du domaine où se déroulaient les actions, où chaque seconde comptait. Et même là, dans les rues de la ville, elle conduisait avec la même précision qu'elle mettait à viser. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de danger, seulement de la fluidité. Et à ce moment-là, tout était sous contrôle. Puis, lorsqu'elle a dépassé une voiture de police mal garée sur le bord de la route, elle a remarqué un mouvement rapide dans son rétroviseur. Dans la voiture de police, Mathieu, un policier de niveau intermédiaire, regardait la Mercedes AMG s'éloigner. Il n'a pas seulement vu une voiture de luxe passer, il a perçu ce que les gens avaient déjà mis dans son esprit comme une menace. Une femme noire, confiante, accomplie et forte. Cela l'a affecté comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle. Dans son esprit, Caroline semblait se moquer d'elle-même. Il pensait qu'elle montrait quelque chose qui, selon sa façon erronée de penser, elle n'aurait jamais dû avoir. La situation ne concernait pas le dépassement, ce n'était pas la vitesse, c'était la photo. Mathieu a rapidement allumé ses feux. Il ne l'a pas fait pour respecter une règle, mais pour montrer qu'il avait encore le pouvoir. Il a accéléré à fond, slalomant entre les voitures comme s'il était dans une vraie course. Ses doigts serraient le volant très fort, sa respiration était saccadée et ses yeux fixés sur l'arrière de la Mercedes. Caroline a vu les feux clignoter, puis, par réflexe, elle a regardé le tableau de bord. Aucun avertissement n'apparaissait et aucune infraction n'avait été commise. Elle a tout de même ralenti et changé de voie pour voir si le policier allait passer, mais il n'y est pas parvenu. Il a continué à suivre la voiture de manière agressive. Il a accéléré encore plus et, incapable de contrôler le virage qui approchait, Mathieu n'a pas pu garder le contrôle du véhicule. La voiture de police a dérapé et a percuté violemment l'arrière de la Mercedes. Le choc a été violent et brutal. Caroline a été projetée vers l'avant par sa ceinture de sécurité. La voiture a fait un tour sur elle-même et s'est immobilisée tout près du trottoir. L'airbag s'est déployé avec force, soulevant un nuage de poussière. Elle est restée immobile pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Son corps était meurtri, son bras gauche était engourdi, sa vision était encore trouble à cause de la peur, mais ce qui grandissait le plus rapidement en elle n'était pas la douleur, c'était la colère. Elle ouvrit la portière avec difficulté, puis elle sortit de la voiture. Elle était un peu instable, mais elle arrivait à marcher correctement. Quand elle vit la voiture de police hors de contrôle derrière elle, avec l'avant enfoncé, la colère monta en elle. La Mercedes, qui était très importante pour elle, était accidentée. Mais ce n'était pas tout. C'était une grande injustice. Il y avait eu abus et attaque sans avertissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es fou? A-t-elle crié en se dirigeant vers Mathieu, qui sortait de la voiture, le visage plein de colère et de stupéfaction. Mathieu la regarda comme s'il voyait un problème, et non une personne qui souffrait. Il s'essuya le front en sueur avec sa main. Puis il prit un air sévère et se défendit. Tu roulais à toute vitesse. Tu as manqué de respect à l'autorité. J'ai compris que tu voulais montrer quelque chose. Tu crois que parce que tu as une belle voiture, tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as suivi. C'était une attaque sans raison. Tu vas payer le prix de cette voiture. Mathieu serra les lèvres. Il sentait que son histoire lui échappait. Plus Caroline disait qu'elle était en colère, plus il s'énervait. Sa présence le mettait mal à l'aise. Sa façon de parler, son comportement et la clarté avec laquelle elle parlait de la violence subie, tout cela touchait quelque chose en lui qui n'était pas seulement de la fierté. C'était la peur de ne pas avoir le contrôle face à une femme qui ne se laissait pas faire. Écoute, tu ne vas pas me dire ce qui est juste. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Tu vas être emmené en prison. Je vais dire que tu n'as pas accepté la discussion, que tu n'as pas été respectueuse, que tu as proféré des menaces et personne ne t'écoutera parce que tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel bruit. Caroline s'arrêta un instant, comme pour se souvenir exactement de ces mots, pour ne pas les oublier. Et à ce moment-là, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était quelque chose de triste à réaliser. Elle ne se sentait pas en sécurité, même avec son titre, même en uniforme, même avec sa voiture, même avec sa valeur. Rien ne pouvait la protéger lorsque les préjugés décidèrent d'agir. Mathieu avait maintenant un regard plus froid. Il bougeait comme s'il voulait contrôler la situation avec force. Caroline recula rapidement, presque sans réfléchir. La bagarre commença. Le coup de feu retentit dans l'avenue déserte. Mathieu perdit l'équilibre et Caroline s'enfuit en courant. Elle n'y avait pas pensé, elle n'avait pas calculé. Il s'était simplement mis à courir. Ce choc, qui pour beaucoup n'était qu'un accident de voiture, était en réalité
créer la collision de deux mondes différents. Un monde où le pouvoir est synonyme de fierté et où il n'y a pas de règles. Un autre monde où il faut être fort pour simplement respirer. À ce moment-là, la lutte silencieuse entre ceux qui commandent et ceux qui souffrent commençait à devenir bruyante, claire et impossible à arrêter. L'accident ne s'est pas produit entre deux voitures seulement. La rue était presque déserte. Il régnait un silence étrange, différent de la tension qui venait de surgir. La lumière jaune des lampadaires projetait de grandes ombres sur le sol. Deux voitures accidentées se trouvaient là. Sans faire de bruit, elles racontaient une histoire qui venait de commencer. Caroline était debout. Ses cheveux étaient en bataille à cause du choc. Elle respirait avec difficulté. Elle n'avait pas de blessure grave. Mais la douleur était bien réelle. C'était la douleur de ne pas être respectée. La tristesse qui vient de l'injustice. La douleur qui n'apparaît pas sur la peau, mais qui se ressent dans les os. Elle regardait attentivement le policier qui se tenait devant elle. Cet homme avait causé tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de l'accident. Il s'agissait de la signification de tout cela. Mathieu, quant à lui, ajustait la boucle de sa ceinture. Il marchait d'un pas ferme, essayant de paraître autoritaire. Mais au fond, il savait qu'il n'avait plus cette autorité. Le bruit du moteur qui s'arrêtait, les lumières qui clignotaient sans bruit. Tout autour semblait accentuer la confusion qu'ils ressentaient à présent dans leurs yeux. Ce qui allait se passer ensuite serait plus qu'une simple dispute. Ce serait une lutte pour la vie, pour des identités et des histoires qui ne s'étaient jamais rencontrées en paix. À ce moment-là, ils s'attaquaient comme des couteaux maladroits. « Tu as perdu la tête ?» dit Caroline, la voix pleine de colère. « Tu as perdu le contrôle de la voiture parce que tu me suivais sans raison. Ça va avoir des conséquences. Tu vas devoir payer pour tout ça. » Mathieu rit, mais ce n'était pas un rire apaisant. Il était malhonnête, un sourire qui tentait de cacher la peur de celui qui était devenu vulnérable à cause de sa propre erreur. « Ah, tu vas être puni, oui, » répondit-il d'un ton direct. « Tu crois que tu peux te balader dans une voiture comme ça, en défiant la loi, comme si tu étais la reine de la ville? Je n'ai défié personne. J'ai dépassé une voiture mal garée, comme n'importe quel conducteur l'aurait fait. Bien sûr. Le problème, c'est que c'est moi qui conduisais, n'est-ce pas? Une femme noire qui possède une voiture de luxe. Ça vous dérange, n'est-ce pas? » Les mots de Caroline étaient très bien choisis. Mathieu ressentit la douleur, mais ne la montra pas. Ses yeux se plissèrent. Il avança légèrement, s'approchant d'elle de manière menaçante, essayant de l'effrayer. « Vous savez qui je suis ?» demanda-t-il d'un ton grave. « Je suis l'autorité ici, et je peux vous rendre la vie très difficile. Un rapport ici, une signature là, et vous passez du statut de héroïne de la marine à celui de criminel avec un casier judiciaire. C'est tout? Vous allez faire quelque chose? Vous allez mentir pour cacher votre incompétence? » répondit Caroline, le regard furieux. « Mettez-moi les menottes, emmenez-moi, couvrez-moi de faux documents, mais ne croyez pas que je vais rester les bras croisés. » La rue semblait regarder la dispute comme s'il s'agissait d'une compétition. Les fenêtres des immeubles étaient fermées. Personne n'avait vu quoi que ce soit. Deux personnes se font face. Elles représentent quelque chose de plus grand qu'elle-même. Caroline symbolisait toutes les occasions où elle avait dû mettre sa fierté de côté pour pouvoir vivre. Toutes les promotions avaient été difficiles, tous les noms qu'elle avait reçus, même si elle était plus préparée que ses collègues. Mathieu incarnait l'organisation, le pouvoir sans être préparé, la position de pouvoir définie par les préjugés. La tension montait comme un orage sur le point d'éclater. « Tu n'es pas différente, Caroline, » dit Mathieu avec colère. « En fin de compte, tu n'es qu'une autre qui veut paraître forte, et tu vas te faire mal. Ça va être très beau. Tu finiras en prison comme tant d'autres qui pensent pouvoir gagner le respect avec une voiture de luxe et en faisant preuve de courage. » Caroline sentit tout son corps trembler, mais elle ne recula pas. Elle ne reculait jamais. « Tu sais ce qui fait vraiment mal ?» demanda-t-elle d'une voix forte. « Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le choc. C'est de réaliser que tu penses pouvoir me traiter comme si je n'étais pas une personne. C'est parce que tu n'acceptes pas qu'une femme noire ait réussi là où tu as échoué. Tu n'aimes pas me voir au-dessus de toi parce que ton monde n'est pas fait pour accepter ma présence. Et j'ai réussi à vaincre. » Ces mots étaient prononcés avec beaucoup de force et d'émotion. Mathieu, qui semblait nerveux, toucha l'arme qu'il avait rangée, comme pour montrer qu'il contrôlait toujours la situation. Caroline ne lui en laissa pas le temps. « Tu veux me mettre en prison? Pourquoi veux-tu le savoir? Pourquoi j'ai eu le courage de le faire? Pourquoi j'ai eu une dispute avec toi? » Elle fit un pas en avant. « Alors, arrête-moi, maintenant. Mais sache que si tu fais ça, tu ne pourras pas échapper à ce que tu as fait. Tu peux m'arrêter aujourd'hui, mais demain, tout le pays saura qui tu es. Un lâche avec un symbole. » À présent, l'ambiance n'était plus seulement celle d'une dispute. C'était l'heure de la guerre. Et la guerre, à ce moment-là, se déroulait en nous. Mathieu luttait contre sa fierté blessée. Caroline
Caroline contre la colère accumulée depuis de nombreuses années passées à essayer de se taire. Une erreur, et tout serait encore pire. Et puis, le bruit, sans humidité, fort, un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Mathieu marcha péniblement, se tenant l'épaule et regardant avec surprise. Caroline ne réfléchit pas. Il se retourna et courut. Ses pas résonnaient sur le trottoir désert comme les coups du destin. Elle comprit qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ce n'était pas seulement une balle, c'était la rupture de la petite ligne entre ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut plus supporter. Ce n'était pas une tentative de blesser quelqu'un. C'était un cri urgent pour la justice, juste pour se faire entendre, par respect. Tandis que Mathieu, confus, prenait la radio pour appeler à l'aide, Caroline avait déjà tourné au coin de la rue et disparaissait dans l'ombre de la nuit. Elle respirait avec difficulté. Sa tête tournait. Elle n'avait pas de plan. Juste une impulsion. Juste vivre. Sur le bitume fissuré d'une avenue oubliée, il restait des traces qu'aucun rapport ne pourrait expliquer. Ce qui s'était passé à cet endroit n'était pas seulement un accident. C'était la fin de tout ce qui se cache sous l'apparence d'une société malade. La bagarre avait commencé. Les traces de cette bagarre auraient des conséquences bien plus importantes que des poursuites judiciaires et des articles dans les journaux. Elles allaient ouvrir le cœur d'une nation habituée à ne pas voir. L'hôpital sentait les médicaments, une odeur très propre et une tristesse difficile à cacher. Dans la chambre 203, avec ses grandes fenêtres donnant sur le ciel gris de la ville, Mathieu était allongé. Il ne bougeait pas et était recouvert d'une couverture claire et du silence qui l'entourait. Les premiers jours après l'accident ont été remplis d'examens et de rapports. Il ressentait une étrange sensation de perte de contrôle et ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Son épaule gauche, qui avait été touchée par la balle, avait été opérée avec succès. Mais ce qui lui faisait vraiment mal n'était pas là. La douleur était différente, plus profonde. C'était une blessure à l'ego. Mathieu tomba, sans le vouloir, sur la nouvelle qu'il voulait tant éviter. Il faisait la une. Un policier blessé lors d'une intervention non officielle. La presse, qui avait bien choisi ses mots, n'expliquait pas les détails. Les dirigeants de l'entreprise, quant à eux, se souciaient de protéger l'institution avec des discours identiques. Nous menons une enquête. Nous avons suivi les règles. Dans les couloirs du commissariat et entre les lignes, tout le monde comprenait ce que le silence cachait. Il avait perdu le contrôle, et sa fierté l'empêchait de l'accepter. Au cours des 20 jours qu'il a passé à se remettre, Mathieu a ressenti quelque chose qu'il n'avait presque jamais ressenti. Un manque de pouvoir. Chaque jour, il se réveillait dans le même lit, sous le même toit, sans lumière, avec la même nourriture insipide, et entendait le même bruit loin des lits et des appareils qui faisaient du bruit. Cela s'accumulait en lui comme un poids invisible. Une sensation qui ne venait pas de la douleur physique, mais du souvenir du regard de Caroline, la fureur dans ses yeux, la façon dont elle s'était fait entendre. Comment avais-tu osé le défier? Il repensait sans cesse à cette scène. Elle se souvenait du moment où elle était sortie du véhicule. Elle se souvenait de la façon dont elle avait parlé et des accusations qu'elle avait portées. Et surtout, du coup de feu. Il semblait ne pas accepter qu'une femme, qui plus est noire, militaire et avec un bon dossier, ait eu le courage de tout changer ainsi. Pour lui, c'était plus qu'une simple rébellion. C'était une offense personnelle, une attaque violente contre tout ce qu'il considérait comme important. Ce que Mathieu ne savait pas, ou ne voulait pas voir, c'est que la colère qu'il ressentait n'était pas seulement due à cette journée. C'était une colère qui durait depuis longtemps, pleine de frustration qu'il n'arrivait pas à résoudre. Il avait une carrière ordinaire et essayait de le justifier par de petites preuves de pouvoir. Il était du genre à confondre autorité et contrôle. Il se sentait en insécurité face à ceux qui réussissaient. Voir Caroline, avec son attitude forte et sa voiture rutilante, c'était comme regarder dans un miroir brisé qui reflétait tous ses défauts. Le 12e jour, lorsqu'il a pu tenir un stylo, Mathieu a commencé à écrire. Ce n'était pas un rapport officiel, mais plutôt une sorte de journal intime. Il écrivait tout, le moment de l'accident, la dispute, les mots qui avaient été prononcés. Les pages les plus remplies étaient celles où il parlait de vengeance. Il n'utilisait pas ce mot, il préférait des mots comme justice, règlement de compte et réponse. Mais en réalité, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Il voulait se venger. Elle ne restera pas impunie, se disait-il à voix basse, chaque fois qu'il ressentait une douleur à l'épaule qui avait été opérée. Elle devra assumer les conséquences de ses actes. Il se réveilla le 20e jour avec cette promesse. Il enfila son uniforme avec difficulté. Il mit son étui vide à la ceinture pour se rappeler ce qu'il avait promis. Puis il retourna au commissariat. La réponse fut simple. Ses amis le saluèrent avec des sourires aimables, mais ne s'approchèrent pas beaucoup de lui. Les gens se sentaient mal à l'aise. On aurait dit que tout le monde avait remarqué que Mathieu avait changé. Il n'était pas comme ça. Il était revenu avec un seul objectif, retrouver Caroline. J'en avais fini avec ça. Il ne s'agissait plus de règles, de justice ou de devoirs professionnels. Ce qui motivait Mathieu à agir maintenant, c'était le désir de changer cette situation honteuse, de se venger d'avoir été méprisé
traumatisé, blessé et confronté. À chaque pas que je faisais dans les couloirs du commissariat, je réfléchissais à un plan. Ce plan se formait dans ma tête comme un puzzle. Il a commencé à regarder les caméras de sécurité de l'endroit où l'accident s'était produit. Puis, il a consulté d'anciens dossiers. Il a essayé de trouver des contacts dans la marine. Il a utilisé ses relations pour obtenir des informations sur la vie personnelle de Caroline. Il dormait peu, il mangeait mal, il réfléchissait trop, mais il était enthousiaste comme il ne l'avait pas été depuis des années. Une impulsion qui semblait lui ôter la seule chose qui donnait encore un sens à sa vie, le contrôle. Un soir de pluie, en consultant les registres de la sécurité publique, il trouva l'adresse. Elle était là. Nom complet, lieu de résidence et données sur le trafic routier. Ses yeux se mirent à briller, mais ce n'était pas de soulagement, c'était de rage intense. « Je t'ai trouvé, Caroline », se dit-il à voix basse et ferme. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le bon moment. De l'autre côté de la ville, Caroline marchait sans faire de bruit. Le texte caché ne contient pas suffisamment d'informations pour être paraphrasé. Écoutant les informations au loin. Je savais que le système était imprévisible. Tu savais que Mathieu n'accepterait pas de perdre en silence. Et surtout, tu savais que le combat qui commençait maintenant ne serait pas juste. Il n'y aurait pas de règles équitables. Elle avait couru pour rester en vie. Mais maintenant, il ne s'agissait plus seulement de survivre physiquement, mais de vivre vraiment. Mathieu avait fait sa promesse. Elle aussi. Le destin, sans sentiment, attendait simplement la suite. La guerre qui commençait n'était plus une question de bien ou de mal. C'était une lutte entre des désirs. Ils avaient une nouvelle marque et une vieille douleur qu'ils ne pouvaient oublier. La nuit était froide et calme, enveloppant la ville. Les rues étaient désertes. Elles étaient plongées dans un silence délicat. Ce silence était parfois rompu par le bruit lointain d'un moteur ou par le tremblement des lumières des lampadaires. Dans une maison qui semblait simple de l'extérieur, dans un quartier de classe moyenne supérieure, Caroline dormait. Après des semaines, elle avait réussi à dormir un peu mieux. Il était rentré tôt, après une nouvelle journée remplie de doutes, de pensées et de moments de silence. Son corps était fatigué, son esprit était encore alerte, mais cette nuit-là, pour la première fois, elle avait essayé de se reposer. Elle ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'à ce moment précis, l'homme qui avait promis de se venger la regardait. À l'extérieur de la maison, à quelques mètres de là, Mathieu coupait le moteur de sa voiture sans faire de bruit. Il n'y avait pas de sirène, il n'avait pas de renfort, il n'avait pas de règles à suivre. Cette action était d'ordre personnel, elle lui appartenait. C'était l'accomplissement d'une promesse. Il portait son uniforme comme une protection solide, mais ses yeux, qui reflétaient là la lumière du tableau de bord, ne montraient aucune gravité. Ils révélaient quelque chose de plus sombre, l'obsession. Les 20 jours qu'il avait passés à l'hôpital l'avaient changé. Le Mathieu qui travaillait pour le gouvernement avait été remplacé par quelqu'un qui pensait davantage à lui-même. Et cette nuit-là, il allait avoir l'occasion de se venger. Quand il est sorti de la voiture, il a marché d'un pas assuré. Le trottoir mouillé cachait discrètement ses pas. J'avais déjà repéré la maison de Caroline. Je connaissais le système de caméras, le portail électrique, et je savais qu'il n'y avait pas de gardes en vue. Elle avait décidé de se cacher. C'était une façon de se protéger du système qui la menaçait désormais. Mais sa défense était faible. Mathieu le savait. Il a sauté par-dessus le mur latéral et a atterri exactement dans le jardin derrière la maison. Il avait suivi une formation de policier. Il savait où poser les pieds. Il savait rester silencieux. En quelques minutes, il était arrivé à la porte de la cuisine. Il a utilisé un petit outil spécial pour ouvrir rapidement la serrure. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Aucune lumière ne s'est allumée. On entendit que le clic de la serrure qui s'ouvrait. À l'intérieur de la maison, Caroline dormait à l'étage. Elle était encore dans un sommeil qui commençait à devenir agité. Son corps, qui avait été entraîné pendant de nombreuses années à réagir à des choses que nous ne pouvons pas voir, semblait sentir que quelque chose n'allait pas autour d'elle. Elle changea de côté dans son lit. Ses yeux s'ouvrirent lentement, naturellement. La maison était silencieuse, mais le silence semblait différent. Il y avait quelque chose là-bas. Désolé, je n'ai pas compris votre demande. Pouvez-vous me donner plus d'informations? Elle s'assit et resta attentive. Puis, il entendit le premier bruit. C'était un son doux provenant de l'escalier. Il se leva immédiatement. Il se dirigea vers le tiroir où il gardait une arme qu'il pouvait utiliser. Mais il hésita. Il ne savait pas ce qui se passait. Il prit son téléphone portable. Aucun signal. Le Wi-Fi était éteint. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle descendit prudemment, sans chaussures. Elle avançait à pas mesurés. Toutes les ombres semblaient vivantes. Lorsqu'elle arriva au milieu de l'escalier, elle vit l'ombre. Mathieu était dans le salon. Il lui tournait le dos, mais ses épaules étaient tendues, comme s'il savait qu'elle était là
là. Lève les mains, Caroline, maintenant. » Sa voix résonna dans la maison d'une manière forte et lourde. Ce n'était pas une instruction qui avait valeur de loi. C'était une plaisanterie. Elle ne leva pas les mains. Elle descendit lentement les dernières marches. Elle le regarda avec un mélange de surprise et de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas autorisé par la loi. Tu ne sais plus ce que tu fais. C'est toi qui as perdu, » dit Mathieu en se retournant et en lui montrant les menottes. « Tu t'es échappé. Il a tiré sur un policier. Tu fais obstruction à la justice. Aujourd'hui, tout ça va prendre fin. » Elle rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire inquiet et fatigué. Un son qui trahissait de nombreux mois de souffrance et de silence. Caroline leva lentement les mains. Elle ne le fit pas parce qu'elle se rendait, mais parce qu'elle avait un plan. Elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner dans cette pièce, à ce moment-là. Et qu'est-il arrivé au système ? Tu vas faire passer ça pour un travail officiel? Tu vas signer cette folie tout seul? Je n'ai pas besoin de demander la permission pour arrêter quelqu'un comme toi. Il s'approcha. Tu es allé trop loin. C'est maintenant ma chance de montrer qui est aux commandes. Caroline a tenté de se défendre. Il l'a poussée et a essayé de la déséquilibrer. Mais il était plus lourd, plus brutal. Mathieu a fait un mouvement rapide et a réussi à lui passer les menottes. Elle s'est agenouillée, à bout de souffle, mais le regard toujours aussi déterminé. Il l'a tirée par le bras comme si elle était un fardeau. Je l'aurais emmenée au poste comme un trophée de guerre. Il ne s'agissait pas de rendre justice. C'était une question de fierté. Il était en colère. Il voulait voir détruite la femme qui avait osé lui tenir tête. Dehors, la voiture de police était garée, la portière arrière ouverte. Mathieu poussa Caroline à l'intérieur. Il a démarré et est parti sans allumer les phares, pour ne pas attirer l'attention. La Mercedes AMG qui se trouvait dans le garage est restée là pour l'instant. Mais il avait déjà donné l'ordre de la faire remorquer. Sa voiture, qui symbolisait la liberté et le succès, serait traînée dans les rues, avec ses roues tordues et sa carrosserie cabossée. Ce serait une façon de montrer la honte qu'il voulait lui infliger. Caroline était dans la voiture. Elle regardait par la fenêtre. Son visage ne montrait aucune peur. Elle était en colère. Elle ressentait une douleur refoulée qui grandissait comme la marée montante. Cet endroit n'était pas seulement une prison. C'était un manque de respect pour ce qu'elle avait fait. C'était une tentative évidente de la faire disparaître. Mathieu pensait qu'il était en train de gagner. Il pensait qu'en entrant dans la pièce, en arrêtant la personne, en la tirant en silence, il reprenait le contrôle de la situation. Mais il ne savait pas que chaque geste qu'il faisait était un pas vers sa propre fin. Caroline n'était pas du genre à se laisser abattre. Elle était du genre à toujours garder ses sentiments pour elle. Elle observait et elle rendait tout avec précision. Cette intrusion au petit matin n'était pas seulement une façon de se venger. C'était le début d'une ascension sans retour. Et à ce moment-là, sous le ciel sombre, avec la ville endormie et les deux personnages principaux d'une triste histoire en action, la justice, ou ce qu'il en restait, a été remplacée par l'instinct. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par à la réponse. Pourriez-vous me donner plus de détails ou poser une question plus précise? La guerre était déclarée et plus rien ne serait caché après cela. Caroline a été emmenée menottée au petit matin par Mathieu. Il n'avait pas de mandat, n'avait pas suivi la procédure et n'avait pas agi conformément à la loi. Il est arrivé au poste de police sans faire de bruit, mais la tête haute. Chaque pas que vous faisiez, malgré l'injustice du moment, montrait une force silencieuse qui mettait mal à l'aise. Elle n'était pas là comme si elle était responsable. Elle était là comme un véritable défi au système qui tentait de lui ôter sa dignité. La salle où les interrogatoires avaient lieu était propre et ne présentait aucun risque sanitaire. 4 murs gris, une table métallique au milieu et une caméra dans un coin en hauteur qui enregistrait tout, ou du moins ce qui valait la peine d'être enregistré. Mathieu était là, bien sûr. Il était assis de l'autre côté de la table. Les mains croisées, il avait l'air calme, mais semblait heureux de penser qu'il avait gagné. Le commissaire chargé de l'unité, un homme d'âge moyen appelé Hector, entra quelques minutes plus tard. Il avait l'air grave, mais maître de lui. Quelque chose dans son attitude montrait qu'il savait déjà de quel côté il allait se ranger. La réunion, même si elle était très formelle, avait déjà un plan bien défini. « Alors, Caroline, dit le délégué d'un ton formel, pourquoi t'es-tu enfuie du lieu du crime après avoir frappé un policier ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les deux hommes en face d'elle. On aurait dit qu'elle réfléchissait bien avant de parler. Ses yeux ne tremblaient pas. Elle avait derrière elle des années de lutte, d'entraînement rigoureux, de missions à l'étranger, de nuits calmes et de décisions difficiles. Elle comprenait très bien où elle se trouvait et ce que cela signifiait, mais elle comprenait aussi que son nom et son histoire étaient plus importants qu'il ne voulait bien l'admettre. « Crime ?» demanda-t-elle enfin d'une voix ferme. « Le crime a commencé quand un policier a décidé de me suivre à cause de ses préjugés. Je rentrais chez moi. Je n'avais respecté tous les panneaux de signalisation
et n'avais commis aucune infraction. Mais quelqu'un m'a suivi et m'a mise sous pression jusqu'à ce que ma voiture soit percutée par un véhicule de police conduit par une personne qui n'était pas bien. Mathieu s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Il tenta de l'arrêter, mais le commissaire leva la main pour demander à tout le monde de se taire. « Et pourquoi avez-vous tiré, Caroline ?»« Parce que quelqu'un a dit qu'il allait me faire du mal. Il m'a dit qu'il allait fabriquer de fausses preuves. Il a dit que je ne serais qu'une autre personne noire oubliée en prison. Il a dit que personne n'écouterait ce que j'avais à dire. Il avait raison. Regardez où je suis. » Ces mots résonnèrent comme le tonnerre. Son ton ne trahissait aucune victimisation. C'était une accusation. Elle était précise. Mathieu, le visage rouge, essayait de rester calme. Mais il était clair que cette histoire le mettait dans une situation délicate. Il ne contrôlait plus la situation. Elle reprenait le contrôle qu'elle avait perdu en entrant dans sa maison. Le commissaire s'adossa à sa chaise et croisa les bras. Son regard passa de Caroline à Mathieu. Il y avait là une légère lutte. C'était un doute entre ce qu'il voulait oublier et ce qu'il ne pouvait plus ignorer. « Voulez-vous commenter ces accusations ?» demanda Hector en regardant Mathieu. « C'est de la folie », répondit-il rapidement. « Il a tiré parce qu'il voulait s'échapper. Pourquoi pensait-il qu'il allait s'en tirer sans être puni? Elle m'a frappé et s'est enfuie. C'est la vérité. » Caroline esquissa un sourire en coin, un sourire sans émotion, un sourire qui disait « Je m'y attendais. Je ne suis pas n'importe qui, monsieur l'inspecteur. » Elle s'assit bien droite sur sa chaise et parla d'une voix ferme. « Je suis tireuse dans la marine. Je suis entraînée et j'ai reçu une formation. Je n'ai jamais rien fait qui justifie une punition. De plus, j'ai des contacts, des notes et des enregistrements de la poursuite. Si vous pensez que vous allez me faire passer un mauvais quart d'heure ici, vous vous trompez lourdement. » Le silence se fit pendant un moment. Ce n'était pas seulement une réponse. C'était un avertissement qu'une guerre commençait. Les yeux d'Hector se plissèrent. Il comprit à cet instant que Caroline n'était pas une personne facile à affronter. Elle était entourée de politiques. Elle avait une réputation. Et elle avait des amis dans des endroits où il ne voulait pas avoir d'ennui. Mathieu, quant à lui, était de plus en plus irrité. À chaque phrase prononcée par Caroline, il voyait le château de sa vengeance s'effondrer, brique par brique. Il ne contrôlait plus l'histoire. Cela le rendait dangereux. « Vous menacez un délégué maintenant ?» demanda-t-il avec ironie. « Je dis quelque chose que tout le monde sait déjà », répondit-elle sans émotion. « Vous ne pouvez pas tenir cette affaire. Ils savent que l'arrestation s'est déroulée de manière incorrecte. Ils savent que la manière dont cela a été fait était incorrecte. Ils savent que Mathieu a agi sans réfléchir. Et maintenant, vous voulez me faire passer pour quelqu'un qui est contre le gouvernement ?» La pièce redevint silencieuse. Hector se leva. Il se dirigea vers la porte. Puis il l'ouvrit avec précaution et fit signe à l'un des agents qui se trouvait à l'extérieur. Il demanda les rapports de la nuit dernière. Il demanda également les documents qui étaient arrivés au commissariat et les registres des déplacements de Mathieu. J'essayais de trouver, qui sait, une opportunité, un objet qui pourrait servir à protéger. Désolé, mais il était déjà tard. Dans l'esprit de Caroline, une chose était claire, la donne avait changé. Elle ne serait plus le personnage secondaire de personne. Bien sûr, là, dans cette pièce, elle retrouvait le fil conducteur de sa propre histoire, toujours en prison, toujours menottée, mais avec la même attitude, avec le même courage. Et de l'autre côté de la table, Mathieu commença à comprendre qu'il n'était pas face à une femme qu'il pouvait contrôler. J'étais face à un mur très haut. Quand on se sent petit, face à quelque chose de très grand, on a tendance à réagir avec agressivité. Mais il avait déjà attaqué. Sa réponse ne faisait que commencer. La salle de réunion du cabinet d'avocats avait de grandes fenêtres qui donnaient sur le centre-ville. Mais Caroline ne regardait pas dehors. Elle était assise à la table, les bras croisés. Son corps était droit et ses yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Son avocat lui expliquait les prochaines étapes. Elle n'était plus une personne effrayée par ce qui se passait. Désormais, elle agissait selon un plan. Caroline était en prison depuis plusieurs jours. La situation n'était pas bonne, mais elle avait trouvé la force en elle. Elle affichait le calme de quelqu'un qui a déjà connu la guerre et le sang-froid de quelqu'un qui sait que les tribunaux ne sont souvent que des lieux bien éclairés pour des présentations qui ont été répétées à l'avance. La première réunion avait été fixée. La situation causait déjà des problèmes dans les milieux militaires et politiques. Une femme noire, militaire et décorée, était accusée d'avoir tenté de s'échapper après avoir tiré sur un policier lors de ce qui semblait être une interpellation. Les journaux commençaient à faire des suppositions. Les fonds bougeaient beaucoup. De l'autre côté, Mathieu, totalement impliqué dans sa mission, préparait sa propre version. Il éditait soigneusement et modifiait les informations à sa convenance. Mais personne n'imaginait la difficulté des connexions qui entouraient ce procès. Car la justice, dans cette situation, n'était pas seulement une idée de loi,
c'était une monnaie, un changement et, plus important encore, un spectacle. Le juge chargé de l'affaire est Julien Wallace, un nom qui, à première vue, ne signifiait pas grand-chose. Mais pour Mathieu, c'était la clé de la victoire. Julien était un de ses amis à l'université. Il n'était pas seulement un ami. Il était l'une des rares personnes qui, dans sa jeunesse, partageait ses idées et son mépris caché pour tout ce qui enfreignait les règles ou menaçait l'ordre établi. Mathieu savait qu'il ne lui fallait pas grand-chose pour être heureux. Juste un signe de la main, une conversation au bon moment, une réunion discrète dans un restaurant privé pour parler des documents. La loi pouvait être modifiée, contournée ou interprétée différemment. Ce qui importait, c'était la décision. Et il voulait que cette décision soit claire, qu'elle affaiblisse les gens et qu'elle montre l'exemple. Caroline devait cesser d'être entendue, non pas de manière violente, mais de manière à ce que les institutions ne la laissent pas s'exprimer. Il fallait la mettre hors jeu en utilisant un cachet qui montrait qu'elle était condamnée. Il fallait également raconter une histoire qui la ferait passer pour instable, querelleuse et incontrôlable. Ainsi, personne ne la suivrait plus. De cette façon, elle ne serait plus une menace. Les avocats de Caroline ont travaillé jour et nuit. Ils ont examiné les caméras. Ils ont rassemblé des enregistrements audio. Ils ont trouvé des erreurs dans le rapport de police. Ils ont recueilli des témoignages. Ils ont noté des détails qui avaient été oubliés. Maintenant, elle avait les meilleurs. Ce n'était pas seulement grâce à son talent. Quand ils ont regardé ce qui était écrit dans son dossier, son passé militaire et les différences dans son histoire, ils n'ont pas vu seulement une cliente. Ils ont vu un symbole de ce qui doit encore être affronté dans ce pays. La nuit avant le procès, Caroline n'a pas pu dormir. Elle est restée éveillée toute la nuit. Elle était assise sur le sol de la cellule, adossée au mur froid. Je regardais le plafond et me souvenais de chaque instant de cette séquence de jours. L'événement inattendu, la conversation, le coup de feu, la fuite, l'arrestation, la honte. Tout se passe très vite et en même temps, c'est très épuisant. Ce n'était pas seulement une question de justice, c'était une lutte pour son identité. La salle de la prison provisoire était petite et grise. Les murs étaient usés. Il y avait une forte odeur de désinfectant bon marché qui semblait rester sur nous. Le matelas fin posé sur la structure métallique n'était pas confortable. La lumière vive du plafond rendait la solitude encore plus difficile. C'est là que Caroline a passé les premiers jours après son procès. 3 ans de prison. Son travail dans la marine était terminé. Et tout cela avec des preuves évidentes qui montraient que vous aviez raison. Des enregistrements audio, des témoignages d'experts, des documents, des rapports qui disaient des choses différentes, des preuves qui ont été ignorées. Ignorées comme si elles n'étaient que des gribouillages insignifiants à côté des paroles d'un homme qui portait un uniforme, mais qui cachait sa colère sous celui-ci. Dans sa cellule, elle restait assise longtemps dans un coin, son dos appuyé contre le mur, les jambes croisées. Elle regardait dans le vide. Dehors, la vie continuait, mais à l'intérieur, les gens percevaient le temps différemment, plus lentement, plus sévèrement. Elle est plus lucide. Chaque minute semblait lui rappeler l'injustice de cette décision. Elle n'était pas seulement détenue pour avoir tiré un coup de feu. Elle était emprisonnée pour avoir défié, pour avoir posé des questions et pour avoir refusé d'obéir. Elle a été punie pour avoir mis en lumière un problème social que beaucoup continuent de nier. Le tribunal n'a pas considéré qu'il y avait eu crime. Il a critiqué une attitude. Il a critiqué ce qu'elle symbolisait. Les journaux ont parlé de la décision avec des titres sans grand impact, évitant les sujets qui suscitent la controverse. Une militaire a été punie pour avoir manqué de respect à un policier après un incident. Rien n'est écrit sur les enregistrements. Il n'y a aucune référence à ce qui se trouve réellement dans les enregistrements audio. La presse, quant à elle, s'est également éloignée de la situation. Pour beaucoup de gens, Caroline n'était qu'une voix de plus qui s'était fait entendre trop fort et qui devait être remise à sa place. Mais elle ne restait pas silencieuse à l'intérieur. Le silence autour d'elle n'était qu'une couche. En elle, un tourbillon s'intensifiait, une sorte de révolte qui ne venait pas d'une colère passagère, mais d'une insatisfaction planifiée. Elle réfléchissait, elle observait attentivement chaque détail du procès. Elle relisait dans sa tête les extraits que ses avocats avaient à montrer. Le moment où l'enregistrement de Mathieu la menaçant avait été diffusé, l'expression de malaise sur les visages des personnes dans le public, les regards qui s'évitaient. Et pourtant, la décision du juge n'avait pas changé, comme si tout avait été planifié à l'avance. Et c'était fini, Caroline le savait. Mathieu et le juge Julien ne s'étaient pas seulement entretenus, ils s'étaient mis d'accord. Ce n'était pas une mauvaise justice, c'était une justice qui était contrôlée. Elle avait été organisée pour protéger une fierté blessée et détruire une image qui ne voulait pas être vaincue. Et le plus triste, c'est qu'ils avaient réussi, pour l'instant. Mais ils avaient réussi. En prison, elle recevait la visite de ses avocats 2 fois par semaine. À chaque réunion, ils essayaient de la rassurer. Ils lui promettaient leur aide.
et lui disait qu'il pouvait annuler le procès. Mais Caroline ne se montrait pas optimiste. Elle comprenait comment fonctionnait le système. Elle savait que la justice ne suivait pas la logique, mais plutôt les intérêts. Le jeu était différent. Elle avait besoin de plus que de simples raisons pour changer cela. Elle avait besoin de force, l'influence et la capacité qu'a quelque chose ou quelqu'un à affecter la façon de penser, d'agir ou de ressentir d'une autre personne. Elle peut être positive ou négative. Souvent, les gens sont influencés par leur famille, leurs amis, les médias et même la culture dans laquelle ils vivent. Ces influences peuvent amener quelqu'un à prendre des décisions qu'il ne prendrait peut-être pas seul. Il est important de reconnaître ces influences afin de pouvoir choisir ce qui est le mieux pour soi-même, de personnes qui savaient travailler ensemble. À l'extérieur, Mathieu continuait sa vie quotidienne. Il a repris ses patrouilles, son travail de garde et les compliments creux de ses collègues. Mais elle portait en elle, même si elle le cachait, le signe de quelqu'un qui savait que tout ce qu'elle avait obtenu était basé sur un mensonge. Même s'il ne le reconnaissait pas, il ressentait le malaise d'un château construit sur du sable. Julien, le juge, continuait à porter sa robe. Il rendait des décisions, respectait les délais et essayait de paraître impartial. Mais il comprenait aussi que la décision contre Caroline n'était pas une action juste, mais plutôt une union lâche, fondée sur des privilèges et la commodité. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Caroline n'était pas du genre à se taire quand elle était triste. Elle apprenait, elle lisait, seule, elle réfléchissait et organisait ses stratégies. Ce qui semblait être la fin était en fait le moment où sa réponse allait commencer à prendre forme. Elle se souvenait des amis qu'elle avait encore dans l'armée, des contacts qu'elle avait dans les opérations spéciales, des visages qui, même loin, lui faisaient encore confiance. Et le plus important, elle commençait à mieux gérer ses sentiments. Être trompée par la justice n'est pas facile à surmonter. C'est un choc énorme, une blessure qui ne guérit pas avec le temps, mais qui doit être mise en place pour pouvoir s'améliorer. Caroline savait qu'elle devait agir, pas par vengeance, mais pour que justice soit faite. Elle n'était pas seulement une personne blessée, elle était un symbole qui avait subi une attaque. Quand un symbole est détruit, toutes les personnes qui y croyaient en ressentent les effets. À l'extérieur, de petits gestes d'aide ont commencé à apparaître. De faibles manifestations, des demandes de révision du procès et des articles d'études remettant en question la décision du juge. Mais rien n'était suffisant. Rien ne montrait la réponse que cette injustice exigeait. Caroline, qui était dans sa cellule, voyait chaque tentative comme un seau d'eau sur un feu de forêt. Même si elle était reconnaissante pour chaque geste, elle savait que les fondements contre elle étaient plus forts et plus profonds. Et elle demandait quelque chose de bien. Cependant, le temps jouait en sa faveur. Chaque jour qui passait derrière les barreaux sans raison était une page de plus que j'écrivais. Son histoire n'était pas encore terminée. Elle n'oublierait aucun mot. Elle n'oublierait aucun regard. Elle n'oublierait aucun geste. Elle n'oublierait pas les personnes qui étaient restées immobiles face à l'injustice. Elle se souvenait bien des choses. Elle les écrivait dans son cœur. Et elle attendait. Au final, tout ce que Caroline pouvait faire, c'était se battre. Pour elle, résister n'avait jamais signifié rester immobile. Cela avait toujours été préparer le moment opportun pour aller de l'avant. La salle d'audience était bondée ce matin-là, non seulement à cause du public, mais aussi à cause de ce que cela représentait. Dans une ville où les gens avaient l'habitude de juger sans parler et où les décisions étaient oubliées dans des dossiers classés, cette image attirait beaucoup l'attention. Une femme noire, qui était officier dans l'armée, était condamnée pour violence présumée contre un policier. La presse, qui quelques semaines auparavant avait peur de parler de l'affaire, était maintenant présente en grand nombre. Caméras, magnétophones et projecteurs. Les couloirs du tribunal étaient devenus un lieu de spectacle. Caroline est entrée menottée, accompagnée de 2 agents. Le tailleur sombre qu'elle portait cachait ce que le système ne pouvait plus cacher. Il voulait la montrer et la démolir devant le public. Le fait de la laisser en état d'arrestation, même si c'était sa première fois et qu'elle ne représentait aucun danger réel, n'était pas conforme aux règles. C'était une tactique. Cette image en disait plus long que n'importe quelle discussion juridique. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Faire d'elle un symbole de chaos et de rébellion. Une femme qui était allée trop loin, qui devait être maîtrisée. Ce matin-là, ce n'était plus seulement un acte qui était jugé. C'était la renommée qu'elle s'était bâtie toute sa vie. C'était une tentative de cacher aux yeux de tous chaque victoire que Caroline avait remportée avec beaucoup d'efforts et de courage. Et elle en était consciente. Chaque fois que je traversais cette pièce, le bruit ressemblait à une attaque, mais aussi à une déclaration. Son corps, même petit, occupait toujours une place respectable. Sa présence, même si elle n'était pas crue, restait un défi à l'histoire qu'il voulait raconter à son sujet. Mathieu était assis dans la rangée des officiels. Il portait un costume clair. Sa cravate était bien ajustée. Son visage affichait le contrôle. Mais ses yeux ne cachaient pas la satisfaction froide de voir Caroline présentée comme une criminelle. Il n'avait rien à dire. Son comportement disait tout. J'ai gagné. Il se sentait vaincu.
vainqueur. Le texte dit que la situation est expliquée ou qu'il y a une raison valable à quelque chose. C'est sûr. La situation lui était favorable. C'était clair. Le procureur lui parlait calmement. Le juge, Julien Wallace, qui avait ignoré des preuves évidentes, le salua d'un signe de tête qui semblait approbateur. Le procès s'était terminé quelques jours auparavant, mais ce matin-là, c'était la lecture officielle du verdict. Et pour quelque chose d'encore plus cruel, la scène de la chute. Le moment où Caroline, devant tout le monde, allait être appelée d'une manière spécifique, être déclarée coupable, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour la personne qu'elle était, pour avoir traversé des difficultés, pour avoir parlé haut, pour avoir affronté un système qui voulait qu'elle ait peur et qu'elle soit reconnaissante de cette chance. Le juge Julien a commencé la séance d'une voix claire et posée. Il a lu les documents et a rappelé les accusations. Il a ignoré les informations qui avaient été largement discutées par la défense. Vous n'avez pas écouté les enregistrements audio. Il a ignoré les témoignages qui montraient que l'approche était injuste. Il a ignoré l'intégrité de Caroline, son passé sans problème et ses médailles. Tout cela est devenu un détail insignifiant alors que la décision était déjà écrite avant la première audience. Après avoir vu ce qui s'est passé, a déclaré le juge d'une voix froide, cette cour décide que l'accusée Caroline da Silva doit passer 3 ans en prison en régime semi-ouvert. Elle doit également cesser d'exercer ses fonctions militaires pour une durée indéterminée. Ceci pour outrage, résistance à l'autorité et menace à l'encontre d'un agent de l'État. Le silence qui a suivi était très lourd, désagréable et presque inhumain. Caroline n'a montré aucune réaction. Son visage était grave, ses yeux étaient secs, sa bouche était fermée. Elle n'allait pas offrir le spectacle que les gens attendaient. Je n'allais pas montrer le désespoir que beaucoup voulaient voir. À l'intérieur, quelque chose se brisait. La foi qu'elle avait en elle-même n'était pas ébranlée. Ce qui se brisait, c'était sa dernière chance d'obtenir justice dans un système corrompu. Les journalistes ont commencé à poser leurs questions dès la fin de l'audience. Caroline, vous sentez-vous mal d'avoir tiré? Vous affirmez avoir tenté de vous échapper? Comment vous sentez-vous d'être jugée alors que des preuves montrent que vous êtes innocente? Les flashs crépitaient comme des coups de feu. Les micros se déplaçaient comme des couteaux. Elle n'a rien dit. Elle a été emmenée hors de la salle sans dire un mot. Le bruit de ses pas s'est évanoui dans l'écho du sol glacé. Dehors, Mathieu parlait aux journalistes. Il parlait de quel soulagement, du respect de l'uniforme et de l'importance de respecter la loi. Des mensonges dissimulés sous une apparence de sérieux. Un discours vide de sens, mais qui fonctionne bien. L'image que les journaux voulaient voir était là. Un policier qui avait survécu et une soldate qui avait dépassé les limites. L'histoire était terminée. Le plan d'humiliation avait été exécuté. Dans la voiture de police qui la conduisait vers le lieu où se trouvaient les détenus, Caroline regardait par la fenêtre. Elle fixait un point indéfini à l'horizon. Les rues défilaient comme si rien ne s'était passé. Les gens allaient et venaient, indifférents à la tragédie qu'elle venait de vivre. Et c'était peut-être le plus difficile. Le monde continuait de tourner. Sa douleur ne changeait rien à ce qui allait se passer. Mais personne ne se rendait compte de ce qui se tramait derrière ce silence. Ce qui naissait en elle n'était pas de la peur, mais une façon de penser et de planifier. C'était une vision. C'était une promesse qui n'avait pas besoin d'être prononcée. Elle reviendrait. Elle n'agit pas comme quelqu'un qui veut se venger sans contrôle. Elle agissait comme quelqu'un qui comprend que certains systèmes ne changent que lorsqu'ils sont obligés d'affronter ce qu'ils tentent de cacher. Et elle serait ce reflet. La honte du tribunal n'avait pas détruit Caroline. Elle l'avait simplement rendue plus lucide, plus attentive et beaucoup plus dangereuse pour ceux qui pensaient pouvoir la détruire avec une simple phrase. Le temps passait lentement en prison. Il s'écoulait lentement. Pas comme une horloge qui ne fonctionne pas bien, mais comme une coupure qui ne cessait de saigner. Pour beaucoup de gens là-bas, la prison était une punition. Pour Caroline, c'était un jeu. Un rappel quotidien qu'elle avait choisi de se taire plutôt que d'affronter ses propres erreurs. Les jours se ressemblaient tous. La nourriture était maigre. Les détenus parlaient de choses simples. Il y avait des bruits provenant des barreaux. Les gardiens de prison les regardaient avec méfiance. Mais l'esprit de Caroline, même emprisonnée, refusait d'accepter d'être une perdante. Elle restait silencieuse pendant les nuits. Elle ne répondait pas aux provocations des autres détenus. Elle ne regardait pas non plus ceux qui étaient curieux à son sujet et écoutait les rumeurs. Le nom de Caroline circulait dans les couloirs de la prison comme un murmure. Elle était une légende à part, un mélange de soldats et de prisonnières, de personnes qui avaient souffert et qui étaient dangereuses. Certaines personnes la respectaient, d'autres la trouvaient étrange, mais personne n'osait l'affronter. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Son attitude en disait long. C'était une nuit très froide. L'humidité rendait les murs de la cellule humides. Le bruit de l'eau qui coulait rompait le silence. C'est alors que l'idée a commencé à germer. Caroline était assise dans le coin le plus sombre de la cellule. Elle était recroquevillée sur elle-même et réfléchissait. Elle réfléchissait comme si elle faisait des calculs. Ce n'était pas la première fois qu'elle se trouvait dans une situation difficile. La différence, c'est que cette fois-ci, ils avaient franchi une ligne de non-retour. Elle pensait à Mathieu. Il avait eu une expression particulière sur le visage en entendant la décision.
expression. L'expression de quelqu'un qui semblait heureux d'utiliser la loi pour blesser et rabaisser les autres. Il pensait à Julien, le juge. Il lisait la décision comme s'il s'agissait d'un simple document à signer. C'était comme si sa vie pouvait être pliée, rangée, et oubliée. Puis, quelque chose a commencé à naître en elle, une conviction plus forte que la colère. C'était le point crucial. C'était la certitude que la réponse viendrait, mais au moment opportun. Au cours des semaines qui ont suivi, il a utilisé ses rares droits de parler aux autres pour contacter discrètement d'anciens amis de la marine. Il s'est particulièrement concentré sur certains qui travaillaient dans la sécurité des opérations spéciales, des gens préparés à travailler en silence. Ils font des choses difficiles qui semblent n'être qu'une tâche de plus. Elle ne parlait pas à beaucoup de gens, seulement à ceux dont je savais qu'ils étaient dignes de confiance. Des hommes et des femmes qui connaissaient sa vie, qui savaient avec quelle honnêteté elle avait toujours travaillé. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle a raconté ce qui s'était réellement passé. Elle a présenté des documents. Elle a partagé des extraits des enregistrements audio. Avec le temps, les gens ont commencé à comprendre sans qu'il soit nécessaire de parler. Il fallait faire quelque chose. À l'extérieur, les personnes qui étaient avec ses amis ont commencé à bouger. Ils ont agi calmement, mais avec précision. Il ne pensait pas seulement aider une personne bien à se libérer. Il faisait face à un problème grave qui avait atteint son paroxysme. Si le système ne fonctionnait pas, la réponse devait venir de l'extérieur. Caroline recevait des billets cachés dans des livres. Les noms sont des mots que nous utilisons pour désigner des personnes, des lieux, des animaux ou des objets. Par exemple, Maria est le nom d'une personne. Brésil est le nom d'un pays. Fido peut être le nom d'un chien. Les noms aident à comprendre qui est la personne ou ce qu'est la chose dont nous parlons. Vias. Les codes sont des combinaisons de signes ou de symboles qui transmettent des informations. Ils servent à envoyer des messages de manière organisée. Les codes peuvent être des chiffres, des lettres ou même des dessins. Chaque type a une signification différente. Nous utilisons des codes dans de nombreux domaines. C'est le cas dans la programmation informatique et dans la protection des informations. Désolé, je ne peux pas t'aider. Elle lisait. Ensuite, elle mémorisait. Enfin, elle déchiffrait. Le plan se formait comme un tapis silencieux. Chaque partie était planifiée avec beaucoup d'attention. La sortie ne serait pas une sortie normale. C'était un sauvetage qui avait un but. Et cela ne s'arrêterait pas aux portes de la prison. Cet instant marquerait le début de quelque chose de plus important. Quelque chose qui pourrait causer beaucoup de dégâts à l'apparence, à la réputation et à la sécurité de celui qui avait été trahi. La planification de l'opération s'est faite en 3 étapes. La première est le retrait. Une entrée tranquille, sans bagarre, sans blesser personne. L'objectif est de sortir la personne de sa cellule au bon moment. La deuxième est de disparaître rapidement. Cela se fait en empruntant différents chemins, en utilisant de fausses voitures et en recourant à la technologie pour ne pas être repéré. La troisième réponse, la partie la plus risquée, la partie la plus importante. Caroline ne voulait pas s'emper tous sens dessus-dessous. Elle voulait vraiment arranger les choses. Elle ne voulait pas se battre. Saviez-vous que la paix ne vient que lorsque justice est faite? À ce moment-là, il n'y avait pas de justice. Il avait honte. Il y avait un endroit sans lumière où, auparavant, les gens se respectaient. La semaine du plan, elle était plus silencieuse. Les autres femmes de la prison l'ont remarqué. Elle mangeait peu et dormait encore moins. C'était comme si j'étais dans un nouvel endroit. Le jour J, Caroline s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle a pris son temps pour se laver, puis elle a attaché ses cheveux. Il a plié le drap du lit et s'est assis. J'ai attendu. À la prison, Caroline était déjà debout, assise dans le coin sombre qui était devenu son endroit préféré. Elle enfilait calmement son uniforme de prisonnière. On aurait dit qu'elle se préparait pour une journée normale, mais ses yeux ne cessaient de bouger. Son esprit travaillait à toute vitesse. Chaque instant comptait. À chaque battement de son cœur, une pensée silencieuse surgissait. Elle était sûre de ce qui allait se passer. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, je n'aurais plus aucun doute. L'activité a commencé à l'arrière du bâtiment qui s'occupe de l'entretien de la prison. 2 voitures de service avaient été signalées quelques jours auparavant pour vérifier le réseau électrique. Les systèmes administratifs ont vérifié les identités. Cela s'est produit lors d'une inspection commandée par une entreprise qui ne fait pas partie de la direction. Tout semblait normal, mais ce n'était pas le cas. Dans la première voiture, il y avait 2 hommes de la marine. Ils travaillaient désormais en civil et ne portaient pas leur uniforme militaire. Les experts, qui savaient comment entrer discrètement, connaissaient bien Caroline. Il s'agissait de bien plus qu'une simple mission. C'était une restitution. Le plan avait été élaboré dans les moindres détails. Chaque mouvement était synchronisé. Toutes les difficultés avaient été anticipées. Chaque tâche était effectuée avec calme et minutie. À 3h24, un signal électrique s'est déclenché à l'intérieur d'une valise qui ressemblait à une boîte à outils. En quelques secondes, les caméras de sécurité de l'endroit où se trouvait Caroline
ont soudainement cessé de fonctionner. Elles se sont ensuite remises en marche d'elles-mêmes et sont restées ainsi pendant 5 minutes, le temps nécessaire pour que quelque chose qui semble très difficile se produise sans être remarqué. À 3h26, la porte de la cellule de Caroline s'est ouverte bruyamment. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est levée lentement, comme si elle avait entendu un ordre donné par quelqu'un de très important. Dans le couloir, l'agent qui portait un masque lui a fait signe de la tête. Elle a avancé. Personne n'a dit un mot. Seuls des pas rapides et légers se font entendre. Ils passent 2 portes qui ont été ouvertes à l'avance, à l'aide d'une télécommande. Une employée du gouvernement qui travaillait à la prison a reçu de l'argent pour aider quelques jours auparavant. Elle a modifié la procédure de contrôle. La personne lui a promis de ne rien laisser qui puisse indiquer son implication. Caroline quitta le bâtiment principal à 3h29. Les 2 agents la conduisirent dehors. Ils empruntèrent des couloirs spéciaux et des passages de service. Les cours étaient encore plongés dans l'obscurité. Le système d'éclairage devait être réparé cette nuit-là. C'était un hasard, mais cela avait été fait avec beaucoup de soin. La 2e voiture les attendait, moteur allumé et GPS activé. Une voiture normale, sans plaque d'immatriculation identifiable, peinte en gris mat. Caroline s'est assise à l'arrière de la voiture. Elle a penché la tête et a mis sa capuche. La porte s'est refermée lentement. La voiture est partie sans faire de bruit. La mission a été accomplie en moins de 7 minutes. Sans jurons, lentement, sans coup de feu. Peu de gens auraient cru cela possible. Mais pour Caroline, c'était quelque chose de banal. Elle avait travaillé pendant des années sur des missions bien plus compliquées dans d'autres pays. Dans ces endroits, elle avait connu de réelles situations de danger. Elle avait utilisé peu de ressources et avait dû faire face à des menaces invisibles. Sortir d'un système malsain qu'il avait laissé là sans raison n'était pour elle qu'une partie de sa vie, et peut-être la plus importante. Dans la voiture, le chauffeur a communiqué par radio avec l'équipe qui l'aidait. Tout s'est passé comme prévu. Les issues de secours étaient ouvertes. Le premier arrêt serait dans une maison sécurisée située près de la campagne, à 2 heures de la ville. Là-bas, Caroline allait passer les prochains jours à mettre de l'ordre dans ses idées. Pendant ce temps, les prochaines étapes du plan commençaient à se dessiner. Elle regarda par la fenêtre et vit les lumières de la ville devenir petites dans le rétroviseur. Elle prit une profonde inspiration, mais ce n'était pas une sensation agréable. L'oxygène était très important avant le plongeon final. Elle ne se sentait pas encore libre. Elle sentait qu'elle devait faire quelque chose. Elle était responsable de quelque chose qui la dépassait, pour une réponse qui portait le nom de toutes les fois où les gens avaient été réduits au silence, ignorés ou mis en doute. Partir à ce moment-là ne signifiait pas la fin d'une prison. C'était le début d'une activité, un retour d'appel, un texte qui combat un groupe qui utilise des règles pour défendre de mauvais comportements. Caroline ne voulait pas seulement une solution juste pour elle. Elle voulait savoir ce qu'est la justice, en pratique, comme quelque chose de réel. Et sur cette banquette arrière, pleine d'ombre, regardant la route déserte, elle ne se sentait plus prisonnière. Elle avait des pensées intelligentes, comme une personne en mission importante, comme une personne qui a repris le travail, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que le monde le lui demandait. Les jours qui ont suivi son évasion ont été consacrés à planifier de nouvelles actions. Dans une maison loin de tout, entourée de collines, avec peu de contact avec le monde et bien protégée, Caroline a retrouvé son vrai moi. Elle a entraîné son corps et son esprit. Elle a changé de voie et s'est entourée d'amis en qui elle pouvait avoir confiance. Ces personnes lui devaient non seulement leur respect, mais aussi une loyauté sans faille. Cette loyauté s'était forgée au cours de missions et de moments importants où des décisions pouvaient être une question de vie ou de mort. Avec ces hommes et ces femmes, elle n'avait pas besoin de parler de ce qui la poussait à agir. Il lui suffisait de prononcer un nom, Mathieu, et l'autre, c'est Julien. La réponse était toujours la même. Fais-moi signe quand tu veux. Mais Caroline ne voulait pas de désordre. Elle voulait que tout ait un sens. La mission n'était pas de se venger par colère. Il s'agissait de corriger une injustice. Pour que cette réparation ait lieu, il fallait que les 2 principaux responsables de sa chute, Mathieu qui avait commis les violences et Julien qui avait manipulé la situation, disent clairement la vérité. Le plan consistait à montrer la structure du centre de commande, à faire en sorte que les personnes derrière le mensonge disent la vérité. Elles ne le feraient pas par remords, mais parce qu'elles y seraient obligées. La seule façon d'obtenir cette confession était de les affronter directement. Ils devaient ressentir, ne serait-ce qu'un instant, le sentiment d'impuissance qu'elle avait ressenti à chaque seconde en prison. Il fallait les faire descendre de leur piédestal et les confronter à la même fragilité qu'ils avaient fait subir à Caroline. La première cible serait Mathieu. Ce matin-là, il était assis seul dans un petit café de l'ouest de la ville. Chemise claire, costume bien repassé, visage serein. Le visage
visage de quelqu'un qui pensait que tout allait bien. Il avait repris ses activités avec la confiance de ceux qui sont sous sa protection. Il parlait au serveur. Il regardait les informations sur son téléphone portable. De temps en temps, il souriait à une femme assise à la table voisine. Mais il n'avait pas vu la voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Il n'avait pas non plus remarqué les deux hommes qui s'approchaient tranquillement, comme s'ils étaient des amis de longue date. Ils ont agi correctement. L'un d'eux a dit bonjour. L'autre a placé une petite arme non mortelle sous la table. Mathieu a reçu une invitation à sortir. Incapable de réfléchir, la bouche sèche et essayant de comprendre, il a fait ce qu'on lui a dit. Il a été placé à l'arrière d'une camionnette. Ses yeux étaient bandés et ses mains étaient attachées. Tout s'est passé en moins de 2 minutes. C'est là qu'est apparissée la première fissure dans son sentiment d'invincibilité. Pendant ce temps, dans une copropriété fermée, Julien Wallace terminait sa routine matinale. Courir, prendre une douche et nager dans la piscine. Je ne travaillais pas. Le soleil brillait fort sur la terrasse en bois. 3 personnes cagoulées sont apparues sans faire de bruit. En quelques secondes, le juge a été maîtrisé et emmené hors de la maison sans opposer de résistance. La sécurité privée est un service assuré par des personnes ou des entreprises qui veillent à la protection des biens et des personnes. Elles travaillent pour éviter les problèmes tels que les vols ou les dommages. Ce type de sécurité est différent de la sécurité publique, qui est assurée par le gouvernement avec la police. La sécurité privée peut être présente dans des lieux tels que les entreprises, les événements, les magasins et les résidences. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine effectuent des patrouilles, surveillent des caméras et aident à maintenir l'ordre. Désarmé avec sagesse, il est important de ne pas être agressif, seulement efficace. Quelques heures plus tard, les 2 hommes se trouvaient dans un hangar isolé, sur une propriété abandonnée. Cet endroit avait été utilisé il y a de nombreuses années comme entrepôt pour le transport. Les murs en béton apparent, le haut plafond avec des fenêtres sales et un silence profond donnaient à l'endroit une froideur qui reflétait l'état d'esprit des 2 personnes importantes qui s'y trouvaient. Mathieu et Julien étaient assis l'un à côté de l'autre, attachés à des chaises en métal avec des menottes. Ils étaient encore désorientés, mais commençaient à comprendre où ils se trouvaient. C'est à ce moment-là que l'image de Caroline apparut dans l'ombre. Il portait des vêtements de combat. Son regard était déterminé et son corps ne trahissait aucune hésitation. Il s'approcha lentement d'eux. La lumière du plafond révéla le visage de celle qu'il croyait avoir vaincue. « Vous pensiez que j'allais disparaître, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce mais claire. Mathieu recula contre le dossier de sa chaise. Julien avait l'air calme, mais il essayait de comprendre ce qui se passait. La vérité était claire. Ils étaient dans une situation précaire. Pour la première fois, ils n'avaient pas le système de leur côté. Il n'y avait pas de mur pour les protéger. Ils étaient seuls. Devant eux, elle ne voulait pas parler fort. « Je voulais un résultat. Je ne suis pas ici pour me venger, dit-elle. Je suis ici parce que vous avez dit une vérité erronée. Vous avez falsifié des documents. Vous avez inventé une histoire. Vous m'avez puni pour être ce que vous ne pouvez pas accepter. Une femme libre. Aujourd'hui, je demande ce qui est juste et ce à quoi j'ai droit. La vérité. Dites que vous avez menti. Dites que vous avez rendu un jugement erroné. Cela s'arrête ici. » L'atmosphère était lourde comme du plomb. Mathieu a essayé de discuter et d'expliquer son point de vue. Julien a proféré des menaces en utilisant des mots difficiles. Il a invoqué des lois et fait des promesses qu'il ne tiendrait pas. Mais Caroline n'était plus la même femme que lors du premier interrogatoire. Elle était désormais passée à la vitesse supérieure. Elle croyait que la justice ne pouvait être rendue que lorsque la vérité était mise en pratique, et non pas simplement attendue. Une tablette était posée sur la table. La vidéo allait être enregistrée. Ils devaient tous les 2 dire la vérité. Ils devaient être directs et sans détour. Caroline ne les toucherait pas. Elle ne leur ferait pas de mal. Elle utilisait une autre méthode, l'exposition. Saviez-vous que la vérité qu'ils allaient dire avait plus d'importance que n'importe quel rapport technique? Et au fond, vous saviez qu'ils allaient craquer. Ce n'était pas par regret, mais parce qu'ils avaient peur. Après des heures de silence et de grande nervosité, Mathieu a été le premier à parler. Il s'est exprimé avec colère et a eu du mal à trouver ses mots. Mais il a réussi à dire l'essentiel. Il a reconnu la persécution, le motif racial et le mépris personnel. Julien a mis plus de temps, mais quand il a vu que son nom allait apparaître dans des scandales liés à cette affaire, il a également accepté. Il a signé la déclaration. Il a parlé à la caméra. Caroline écoutait sans rien ressentir. Elle prenait simplement des notes. La vérité avait enfin été dite. Et pour la première fois, l'histoire était en train d'être réécrite par ceux qui l'avaient réellement vécue. Dans le coffre de la voiture, la tablette contenant les histoires de Mathieu et Julien était rangée comme un trophée silencieux. Plus que des mots, elle avait la preuve que tout ce qui avait été dit à son sujet était faux. La condamnation avait été planifiée. Le procès avait été contrôlé.
vérité. La justice, qui avait été corrompue, révélait désormais ses problèmes à cause de personnes qui auraient dû l'aider. Mais en elle, la victoire n'avait pas encore de goût. Elle n'était pas mûre, elle n'était pas prête. Elle comprenait que la vérité, à elle seule, ne garantissait pas la réparation. Il fallait la montrer, la valider et la clarifier. Ce n'était que la première partie. Les prochaines étapes consistaient à envoyer les aveux aux bons endroits. Ces endroits étaient la presse qui n'était pas liée au gouvernement, des membres de la marine en qui on pouvait avoir confiance et des militants des droits civiques qui suivaient l'affaire de loin. Les gens dans le monde devaient entendre ce que Mathieu et Julien avaient dit et en plus, j'avais besoin de voir leur expression lorsqu'ils parlaient. Au bout de quelques heures, Mathieu et Julien ont été déposés à différents endroits de la ville. Ils ont reçu un avertissement clair. Ils avaient tout raconté de leur plein gré. Le matériel serait montré au public, indépendamment de leur volonté. Caroline voulait que justice soit faite. Elle avait été bienveillante. Ce n'était pas parce qu'il était devenu faible, mais parce qu'il pensait toujours que la vérité, lorsqu'elle est clairement exposée, peut détruire de grandes choses. Les jours suivants, elle resta silencieuse. Les alliés qui avaient participé à l'opération retournèrent à leur base. Elle ne resta en contact qu'avec quelques personnes. J'attendais l'impact. J'attendais que les deux hommes tiennent la promesse qu'ils avaient faite devant les caméras. C'était une opportunité qu'elle avait décidé d'offrir, suivant son instinct. Une chance de se racheter pour deux hommes qui avaient utilisé leur fonction pour corrompre le système judiciaire. Mais au fond d'elle-même, elle avait un mauvais pressentiment. Un sentiment qu'elle essayait de refouler. De l'autre côté de la ville, Mathieu réapparut, arborant fièrement son ancien uniforme. Une fois en sécurité, il appela la police. Au lieu d'accepter ses erreurs, il a cherché à joindre les plus hauts responsables. Il a raconté qu'il avait été kidnappé par Caroline. Il a dit qu'il avait été forcé de mentir et qu'il craignait pour sa vie. Il a soigneusement monté une histoire dans laquelle il se présentait comme la victime. Julien a fait la même chose. Il a appelé des amis importants au tribunal. Il a dit qu'il était menacé. Il a également déclaré qu'il avait été enregistré sans son autorisation et que ses aveux n'avaient aucune valeur juridique. Le système, qui les avait protégés tous les deux depuis le début, s'est montré une fois de plus favorable. Il n'a fallu que quelques appels, quelques mots. La machine s'est remise en marche en leur faveur. Caroline a eu vent de la contre-attaque 2 jours plus tard. Cela s'est produit lorsque les informations ont commencé à mentionner discrètement qu'un groupe armé avait enlevé des personnalités importantes et que l'enquête était en cours. Aucune référence n'est faite à ce qui a été dit dans les aveux. Les mensonges qui ont été révélés ne sont pas mentionnés. Il s'agit simplement de la création minutieuse d'une nouvelle histoire. Cette histoire est plus facile à accepter et plus belle pour ceux qui ont toujours préféré ne pas voir l'origine des problèmes. Elle éteignit lentement la télévision. Elle s'assit à la table avec la tablette devant elle. Elle relança le jeu. Il regarda calmement les photos des deux hommes en train de discuter, sans interruption. « Désolé, mais je ne peux pas accéder à cette demande. » Il vit le visage de Mathieu trembler lorsqu'il dit qu'il ne supportait pas de voir une femme comme elle occuper des places qui, selon lui, ne lui revenaient pas. Le juge Julien a signé un document avec les mains tremblantes. Il a dit qu'il avait reçu les enregistrements audio avant le procès et avait décidé de les ignorer. Elle a tout revu, pas pour se persuader, mais pour ne pas oublier, pour être sûr que son intuition était la bonne. Ils n'ont jamais regretté et n'ont pas avoué. Ils ont dit la vérité parce qu'ils avaient peur. Et la peur, elle le savait, passe vite. Surtout quand on a la possibilité de changer la vérité devant les caméras d'un système qui ne voit pas les choses à cause de ses intérêts. Caroline ferma les yeux un instant. Elle ne pleurait pas. Elle avait déjà beaucoup pleuré. Ce qu'elle ressentait maintenant était plus grave que de la tristesse. C'était une grande déception. Elle avait fait un choix intelligent. Je pense qu'avec la pression, tous les deux auraient préféré avoir honte d'avouer plutôt que d'être totalement exposés au public. Ils avaient commis une erreur. Ils ne se sentent pas mal pour cela. Ils ont simplement réagi. Dès qu'ils ont senti un peu de liberté, ils se sont à nouveau cachés derrière la protection qui les maintenait en sécurité. Mais elle n'était plus la femme de la prison, ni la femme qui avait été traînée menottée dans le couloir du tribunal. Elle était désormais différente. C'était la réponse. Et vous saviez que le monde ne connaîtrait jamais la vérité si elle attendait que les responsables la révèlent. C'était à elle de crier tout en montrant les preuves, de crier avec énergie, de crier si fort que le son ne puisse plus être étouffé. Il prit la tablette, puis il copia les vidéos sur des fichiers protégés et les envoya à 3 personnes. L'une d'elles était un journaliste célèbre pour ses enquêtes sur les grandes entreprises. La deuxième était un colonel de la marine à la retraite, qui aidait désormais
formait des personnes en tant qu'avocat commis d'office. La troisième était une avocate qui luttait pour les droits civiques et avait déjà remporté des procès pour racisme devant les tribunaux fédéraux. Il a ensuite activé le traceur caché dans la tablette. Il a suivi la personne qui a utilisé l'appareil. Saviez-vous que dès que la vidéo commencerait à être diffusée, elle se répandrait en quelques minutes? Mais avant cela, il a pris son téléphone portable et a passé un seul appel. Mathieu a répondu à l'appel. Sa voix trahissait sa surprise, sa peur. « Je t'ai donné l'occasion d'agir correctement », a déclaré Caroline d'un ton ferme. « Toi et ton ami avez décidé de mentir à nouveau. Maintenant, je vais raconter cette histoire. Et quand j'aurai fini, personne n'oubliera vos noms. » Elle a raccroché. Dans la pièce silencieuse de la cachette, Caroline faisait les 100 pas. Le bois du sol produisait un léger bruit lorsqu'elle marchait pieds nus. La tablette, qui contenait encore les vidéos des aveux, était posée sur la table. À côté, il y avait 3 téléphones portables protégés par un étui spécial. Les fichiers avaient déjà été envoyés à des sources fiables, mais elle savait que face au pouvoir, la vérité avait besoin de plus que de simples preuves. Il fallait un effet plus fort. L'appel à Mathieu fut rapide. Ce n'était pas une demande, c'était une phrase. Elle ne fit aucun bruit et ne proféra aucune menace. Elle se contenta de parler. Le silence de son interlocuteur lui indiqua qu'il ne savait pas quoi faire. Cela montrait clairement qu'il avait compris. Le calme de Caroline était plus fort que toute colère. C'était un silence comme celui qui précède le changement de marée. Dans les heures qui suivirent, elle appela ses proches. Ils n'étaient pas nombreux, mais fidèles. Des hommes et des femmes qui, comme elle, avaient été formés à la discipline militaire, mais blessés par l'illogisme du système. Des gens qui avaient déjà vu des promesses non tenues et des vies détruites à cause de la politique. Malgré tout, ils restaient actifs. Ils attendèrent l'occasion de faire quelque chose qui compte vraiment. Pour eux, Caroline n'était pas seulement une amie qui avait porté le même uniforme. Elle représentait la résistance. Et maintenant, c'était un ordre. Elle n'allait pas réagir de manière précipitée. Elle n'était pas en proie à une colère incontrôlable. Elle agissait avec sagesse, calme et la précision que seuls ceux qui ont été en danger peuvent acquérir. Le plan était simple. Faire de Mathieu et Julien le centre d'une situation publique incontrôlable. Mais avant cela, il y avait encore une chose à faire. Elle comprenait que tant que les institutions continueraient à les protéger, ils ne recevraient jamais la punition qu'ils méritaient. Il fallait plus que révéler la vérité. Il fallait changer leur confort. Dans ce jeu, il n'y avait rien de plus faible que ce que des hommes comme Mathieu et Julien appréciaient le plus. La famille, l'apparence et la sécurité qu'ils avaient créée. Caroline retrouva ses amis dans une maison loin de la ville. La réunion fut brève. Elle leur fit part de sa décision avec assurance, en regardant chacun dans les yeux. Ils l'écoutèrent en silence. À la fin, tous furent d'accord. Vous saviez qu'il ne s'agissait pas seulement de justice, c'était un avertissement. Un dispositif qui aide à arrêter ou à ralentir un véhicule. Une leçon. L'opération était prévue dans 3 jours. Jusque-là, Caroline resterait tranquille. Les journaux se demandaient encore où il était. Le gouvernement essayait d'empêcher toute nouvelle information de filtrer. Mais le réseau était déjà en place. Elle avait semé ses graines avec soin. Les fichiers contenant la confession étaient prêts à être diffusés. Les personnes travaillant dans la marine étaient en état d'alerte. À présent, les cibles les plus importantes avaient été identifiées. La veille de l'opération, Caroline quitta la maison pour la première fois depuis plusieurs semaines. Elle se rendit dans un grand champ, loin des lumières de la ville. Elle regarda le ciel. Le ciel était sombre et sans nuages. Elle respira profondément. Elle ne se sentait plus partie intégrante de la règle qu'elle pensait représenter auparavant. L'uniforme, l'importance et les discours officiels, tout cela avait disparu à cause de la trahison de personnes qui avaient promis de respecter la loi. Elle n'était plus un objet au sein du système. Elle était désormais la force qui allait leur montrer leur erreur, et cela ne la détruisait pas. Au contraire, c'était tout le contraire. La phrase que vous avez fournie est incomplète. Veuillez fournir un texte plus long ou plus complet, afin que je puisse le paraphraser. Le matin du jour convenu, ses amis se mirent au travail. Les maisons de Mathieu et Julien, surveillées de loin, furent encerclées sans bruit. Le plan était facile à comprendre. Il fallait retirer les menottes et les enfants des 2 hommes avec précaution. Ensuite, emmener ces personnes dans un endroit sûr. Enfin, envoyer un message clair aux 2 hommes qui avaient cru au mensonge. Une fois de plus, aucun d'entre eux ne serait affecté, mais ils affronteraient ce qu'ils avaient laissé de côté en jouant avec l'avenir de Caroline, la conséquence de la vérité. Plus tard, Mathieu a reçu un appel. C'était une voix que je connaissais déjà. Veuillez me fournir un texte que je pourrais paraphraser. Bien sûr, veuillez me fournir le texte que vous souhaitez que je paraphrase. La famille est en sécurité. Vous avez un jour pour prouver que tout cela est faux. Sinon, le pays vous demandera des explications lorsque tout cela sera rendu public. L'appel a été coupé. Julien a
a reçu le même message. Les deux ont essayé d'agir. Ils ont contacté leurs relations. Ils ont diffusé des avis au sein de l'entreprise. Mais la vérité n'était plus entre leurs mains. La tablette de Caroline avait déjà été déchiffrée et divulguée par un journaliste indépendant. Les réseaux sociaux ont commencé à en parler. La vidéo s'est propagée très rapidement. Les choses qu'ils avaient dites, les vérités qu'ils avaient tenté de cacher, apparaissaient désormais partout sur Internet. Mathieu et Julien ne savaient pas encore que tout pouvoir repose sur des relations fragiles. Et parfois, la partie la plus faible d'un homme n'est pas lui-même, mais ce qu'il aime. Caroline n'avait pas décidé d'attaquer les familles des deux hommes par cruauté. C'était par nécessité. Une nécessité qui existe parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Quand la vérité ne suffit pas, quand la justice ne fonctionne pas, il ne reste que le souvenir que tout ce que nous faisons a des conséquences. Certaines de ces conséquences nous touchent directement. Le matin où l'action a commencé, le ciel était clair et l'air chaud. La ville semblait ne rien remarquer de ce qui se passait en dessous. Alors que les journaux parlaient avec prudence de la confession rendue publique par Mathieu et Julien, les deux hommes tentaient de gérer la situation. Ils le faisaient à travers des déclarations publiques vagues, l'aide de conseillers, des appels téléphoniques secrets et des tentatives précipitées pour éviter l'inévitable. Mais de l'autre côté de la ville, dans les rues calmes des quartiers où vivaient leurs familles, le temps s'écoulait différemment. L'épouse de Mathieu, qui est professeure à l'université, sortait avec ses deux jeunes enfants pour les emmener à l'école. La voiture était garée sur le trottoir. La rue était déserte, comme tous les matins dans ce quartier tranquille. Lorsqu'elle a ouvert la portière, elle a été arrêtée par deux policiers en civil. Ils ne portaient pas d'armes et ne parlaient pas fort. Les policiers ont présenté de faux papiers. Ils ont dit qu'il y avait un problème urgent de sécurité. Ils ont ensuite emmené la femme dans un fourgon qui attendait à quelques mètres de là. Il n'y a eu ni cri ni panique. Les enfants ont été pris en charge avec attention. En quelques minutes, ils étaient en route vers un lieu sûr. Cet endroit était surveillé et il n'y avait pas de problème, mais il était loin de Mathieu. La femme de Julien, habituée à la vie confortable dans sa grande maison près de la ville, sortait de la piscine. Une employée déguisée l'a alors emmenée discrètement. Dans cette situation, l'action était encore plus claire. Pas de violence, pas de danger, juste un plan. Lorsqu'elle a compris qu'on l'emmenait sans savoir où, elle a tenté de se défendre. On lui a calmement expliqué qu'on veillait à sa sécurité. À ce moment-là, la seule chose qu'elle devait faire était d'aider. Caroline ne voulait faire souffrir personne sans raison. Elle voulait que les gens comprennent. C'était comme si elle disait « Maintenant, comprenez ce que cela signifie d'avoir quelqu'un que vous aimez en danger à cause d'une erreur que vous avez commise. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour créer de la compréhension. » Elle n'avait jamais eu à faire quelque chose sans réfléchir. Il avait toujours eu la capacité de trouver le juste milieu. Et c'est ce qui rendait ses choix si déroutants. Il n'était pas fait par manque de contrôle, mais par le sang-froid de quelqu'un qui avait trop souffert pour être émotif. Au bout de quelques heures, Mathieu a reçu un appel. La voix qu'il entendit était celle d'un des employés de la mission. « Clara, sans laisser place à la confusion. Ta famille va bien. Ils sont traités avec respect et sont en sécurité. Mais ils ne rentreront pas à la maison tant que tu n'auras pas pris la parole en public et dit ce qui doit être dit. Pas seulement aux journalistes, à la justice, de manière claire et précise. Explique chaque détail avec soin. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Mathieu ne savait pas quoi dire. Il regarda l'horloge. Il regarda également la chaise vide de sa femme à côté de lui. Il regarda encore les jouets des enfants éparpillés dans le salon. Leur absence en disait plus long que n'importe quel danger. Lui qui se moquait auparavant de la douleur des autres, ressentait désormais le même sentiment d'impuissance face à sa propre douleur. Julien, lorsqu'il a appris la nouvelle, n'a pas réagi immédiatement. Il a essayé de parler à des connaissances. Il a essayé de découvrir d'où venaient les appels. Mais rien n'y fit. Les traces avaient été effacées. Le contrôle qu'il pensait avoir lui échappait désormais. Pour la première fois de sa vie professionnelle, il sentait que son poste ne suffisait pas. Les titres, les relations et les discours officiels ne lui procuraient plus aucune sécurité. Pendant ce temps, Caroline observait tout de loin. Je regardais les signes. J'ai observé les premiers gestes des deux hommes. Ils essayaient de réagir. Ils essayaient de nier ce qui se passait. Ils essayaient également de comprendre la situation. Mais je savais que tôt ou tard, la vérité serait plus importante que leur vanité. Ils pouvaient faire face à la pression politique, aux mauvaises nouvelles à la télévision et aux enquêtes. Mais l'absence des personnes qu'ils aimaient était un vide qui grandissait sans crier gare. 2 jours plus tard, Mathieu a abandonné. Il s'est rendu au commissariat. Il a demandé une nouvelle rencontre avec le procureur chargé de l'affaire. Il a dit qu'il avait d'autres choses à raconter. Les enregistrements qui avaient été divulgués n'étaient qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Il a pleuré. Ce n'était pas parce qu'il se sentait coupable, mais à cause du désespoir d'un père qui savait désormais ce que c'était que d'être emprisonné dans un système qu'il ne pouvait pas contrôler. Julien n'a pas mis longtemps à se décider. Quand il a appris que sa femme était dans un refuge, très nerveux
nerveuse et irritée, il a avoué qu'il était impliqué dans les événements qui avaient précédé le procès de Caroline. Il a signé un simple accord d'aide avec l'inspection générale. Il espère ainsi réduire les problèmes qui pourraient survenir par la suite. Les familles ont pu partir le jour même, sans séquelles ni dommages, sans présentation, seulement quelques mots. Elles sont rentrées chez elles en sachant que le monde qu'elles croyaient réel n'était pas aussi solide qu'elles le pensaient. Caroline n'est pas apparue en public depuis. Elle ne souhaitait pas être applaudie. Elle voulait une conséquence. Elle l'a obtenue. Une nouvelle réunion a été programmée. Les témoignages ont été recueillis. Les preuves ont été réexaminées. Les erreurs commises au cours du procès, qui avaient été ignorées auparavant, sont désormais reconnues. Mais ce jour-là, ce qui est apparu clairement, c'est ce que Caroline a toujours su. La justice sans pouvoir ne tient pas debout. Et parfois, pour qu'elle puisse être entendue, il faut montrer que le silence a aussi une fin. Le tribunal était plus froid que d'habitude ce jour-là. Ce n'était pas seulement la climatisation, ce n'était pas non plus le marbre clair qui reflétait la lumière blanche des lampes, c'était l'air qui nous entourait. Un silence curieux régnait. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit, mais plutôt un sentiment d'attente. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple audience. C'était la fin de quelque chose qui avait été construit sur des mensonges. Cela avait été maintenu par des intérêts et était maintenant sur le point de s'effondrer à cause de la vérité. Caroline, vêtue de vêtements simples et respectables, se rendit à l'endroit réservé aux personnes intéressées. Elle n'était plus accusée. Elle ne portait plus de menottes ni de regard méfiant comme s'il s'agissait d'un collier. Maintenant, elle était le nom que tout le monde voulait connaître. Elle était le point central de l'histoire qui avait échappé au contrôle des puissants. Elle était la femme qui devait être éliminée, mais elle revenait maintenant pleine de force et de calme, comme quelqu'un qui avait survécu à l'impossible. Devant elle se trouvaient ces personnes, Mathieu et Julien. Pour la première fois, ils étaient ensemble, mais pas en tant qu'amis. Ils partageaient la même table, certes, mais ils portaient désormais ensemble la honte devant les gens, l'attente des autres, et le malaise de se rendre compte qu'ils étaient observés par bien plus que les personnes présentes dans la salle. Tout le monde les regardait. Les journalistes occupaient toute la galerie. Des militants, des soldats, des membres de groupes sociaux et, parmi eux, des gens ordinaires, des citoyens qui voulaient voir si, enfin, la vérité aurait le courage de se révéler. Le juge de la nouvelle audience, qui avait changé de nom et d'apparence, plus simple, a commencé la séance avec sérieux. Il a appelé les personnes concernées. Il a lu les documents qui avaient été rouverts. Il a montré les détails qui étaient apparus après la diffusion des vidéos. Puis il a regardé Mathieu avec détermination. « Voulez-vous faire une déposition de votre plein gré ?» Tout le monde dans la salle semblait retenir son souffle. Mathieu avait la peau pâle. Ses épaules, autrefois hautes et fières, étaient maintenant basses, comme si elles portaient un poids qu'il ne pouvait plus cacher. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était faible, plus claire. « Oui, je le veux. » Il se leva lentement. Il ajusta sa veste sans y penser et se dirigea vers le pupitre. Il regarda devant lui et vit Caroline. Elle ne le regardait pas avec mécontentement. Elle le regardait avec sérieux, comme quelqu'un qui voit un adversaire mais qui n'a pas peur de lui. « J'ai menti, » dit-il après une courte pause. « Je n'avais pas d'autre moyen de le faire. Je t'ai vu au volant de cette voiture et... » Il déglutit. « Cela m'a mis mal à l'aise. Je t'ai suivi sans réfléchir. Je t'ai dépassé, j'ai essayé de te rattraper, mais j'ai perdu le contrôle et j'ai percuté ta voiture. » Les mots ont commencé à sortir plus facilement, comme si, en disant la première vérité, les autres suivaient immédiatement. Elle n'a rien fait de mal. Elle ne s'est pas opposée jusqu'au moment où elle a vu qu'elle allait être accusée. Et moi, je l'ai menacée. J'ai dit des choses qui n'auraient pas dû être dites. J'ai utilisé ma position pour essayer de la faire taire. Après cela, j'ai modifié les registres et inventé une histoire qui n'était pas vraie. Avec l'aide de... Il s'est interrompu et a regardé Julien, du juge, Julien Wallace. Nous avons discuté avant le procès. Il a reçu les enregistrements audio, mais a décidé de ne pas en tenir compte. Et il m'a dit que la décision serait favorable pour moi. Le juge a demandé à tout le monde de se taire. La salle commençait déjà à s'agiter, remplie des chuchotements indignés des gens. Mathieu baissa la tête. À ce moment-là, l'homme qui avait longtemps abusé de son pouvoir et commis des actes répréhensibles se trouvait désormais exposé devant un véritable tribunal. Le masque tombait à chaque mot. Il ne restait plus qu'un homme normal, qui n'avait plus nulle part où se cacher. Julien fut appelé ensuite. Le juge répéta la question. Julien hésita. Il avait du mal à mettre sa fierté de côté. Il se leva. Sa démarche n'était plus assurée. Elle était lente. Sa voix, qui auparavant contenait beaucoup de mots difficiles, semblait désormais plus humaine, forte. Monnaie brésilienne. Ce que Mathieu a dit, c'est vrai. Ce fut le début. Il a dit qu'il avait reçu les enregistrements, que, dans des circonstances normales, cela aurait dû mettre fin à la procédure immédiatement. Il a dit qu'il savait ce que Mathieu avait fait, mais qu'il avait choisi de respecter le silence entre vieux amis. Il pensait que l'image de Caroline était un danger pour l'harmonie politique du tribunal, et qu'il avait décidé de la condamner,
malgré les preuves solides qui montraient qu'elle était innocente. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait le coup. Ne fais pas ça. Il ne pensait pas qu'elle allait révéler toute la vérité, a-t-il dit en regardant le sol. La salle s'est remplie de chuchotements. Certaines personnes pleuraient, tandis que d'autres semblaient sans réaction. Caroline restait immobile. Elle respirait simplement. Ce que beaucoup avaient dit impossible était en train de se produire. Deux hommes importants reconnaissaient avoir agi par intérêt, par préjugé et par facilité. La confession était enfin accessible à tous. Le juge a décidé que les nouveaux témoignages devaient être évalués. Cela permettra de modifier officiellement la peine de Caroline. Cela permettra également d'engager des poursuites contre les deux hommes pour avoir menti dans des documents, abusé de leur pouvoir et entravé la justice. La situation ne lui appartenait plus. Elle fait désormais partie de la mémoire de tous les habitants du pays. À la fin de l'audience, les deux hommes ont été emmenés pour donner de nouvelles explications à la police. Caroline est restée assise. Elle regardait devant elle comme si elle attendait quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas fait la fête. Elle a simplement laissé ses sentiments s'exprimer. À l'intérieur, on aurait dit que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose était en ordre. La vérité, finalement, avait été dite. Et cette fois, je ne pouvais pas rester silencieuse. Le juge, chargé de la nouvelle partie du procès, après avoir lu le rapport d'enquête et les aveux de Mathieu et Julien, s'est levé avec un air grave. Il n'avait pas l'arrogance que Caroline voyait chez les autres. Il a parlé clairement et sans précipitation. Il a déclaré que le tribunal reconnaissait l'erreur commise lors du précédent procès. Les preuves avaient été dissimulées et modifiées. Caroline avait été victime d'une action malveillante menée par des personnes ayant des intérêts personnels et des préjugés raciaux. Et pour cette raison, à ce moment-là, il décidait que l'accusé était libre de toute charge. Il annulait non seulement la peine, mais aussi la suspension de son grade militaire. Il lui rendait tous les droits et la dignité qui lui avaient été retirés. Tout autour, le silence était total dans la salle. Personne n'osait respirer. Les journalistes présents n'osaient pas gâcher ce moment avec leurs appareils photo ou leurs conversations à voix basse. Il semblait que tout le monde dans cette salle comprenait que ce moment ne devait pas être résumé à des titres. Il devait avoir un sens. Car il n'était pas courant qu'une femme noire qui avait souffert, avait été réduite au silence et n'avait pas été crue, se relève face à la même situation qui avait tenté de la détruire, et s'en sorte bien. De plus, elle s'en sortait la tête haute et le nom blanchi. Pour Caroline, le mot « blanchi » avait une signification étrange. Elle comprenait qu'il était impossible d'effacer tout ce qu'elle avait vécu. Aucun cachet prouvant son innocence ne pourrait faire oublier la nuit où elle a été arrêtée dans sa propre maison. Il ne pourrait pas non plus effacer les jours où elle a dormi sur un matelas dur dans une cellule froide. Rien ne pourrait lui rendre les morceaux qu'on lui avait arrachés lorsqu'on l'avait forcé à écouter une décision fausse prononcée par un juge qui souriait en signant sa honte. Elle regardait autour d'elle et voyait les mêmes couloirs, les mêmes signes de la loi sur les murs et les mêmes personnes qui étaient là lors de sa première audience. Beaucoup de gens ne l'ont pas soutenue. Certains ont fait semblant de ne pas la voir. D'autres ont également accepté en silence ce qui avait été décidé. À présent, tous regardaient sa liberté comme s'ils assistaient à une scène de film. Mais pour elle, ce n'était pas une histoire inventée. C'était une marque sur sa peau. La juge a clos la séance. Elle a ordonné la rédaction d'un nouveau document reconnaissant l'erreur de la justice. Caroline a hoché la tête en signe de remerciement. Il s'est levé lentement. Ses pas n'étaient pas rapides. Ils étaient forts. Chaque pas qu'il faisait dans cet endroit était une preuve qu'il était vivant. Un message à tous ceux qui avaient dit qu'elle n'y arriverait pas, à ceux qui avaient dit qu'elle ne le méritait pas et qu'elle n'était pas digne d'être là. Elle n'avait plus rien à prouver à personne. Elle allait s'assurer de profiter de chaque centimètre carré de l'espace qu'on avait tenté de lui prendre. À l'extérieur du tribunal, un petit groupe de personnes qui la soutenaient l'attendait. Certaines personnes étaient inconnues. D'autres avaient des visages qui reflétaient la lutte pour la justice et l'égalité. Elle est arrivée et a été accueillie par des applaudissements discrets, des embrassades affectueuses et des yeux remplis de larmes. Il n'y avait pas de fête, il y avait du respect. La liberté de Caroline n'était pas seulement la sienne. Le groupe de personnes réunies était un signe. C'était le son de la voix de nombreuses personnes qui étaient venues avant et de nombreuses autres qui viendraient encore. Mais en elle, quelque chose brûlait encore. Même si justice avait été rendue, elle savait que la situation qui l'avait blessée existait toujours. Mathieu et Julien, qui avaient désormais été inculpés, allaient passer en jugement. Mais cela ne signifiait pas que le système avait appris. Cela signifiait simplement que, cette fois-ci, il avait été mis en évidence. Caroline savait qu'il y avait beaucoup d'autres personnes comme Mathieu. Ces personnes portaient des uniformes propres, mais avaient de mauvaises intentions. Beaucoup d'autres personnes, appelées Julien, occupant des postes de juge, prennent des décisions en fonction de leurs intérêts. Et beaucoup d'autres visages identiques aux siens sont réduits au silence. Ils sont jugés
jugées avant d'avoir la possibilité de s'exprimer. Ces personnes sont oubliées dans les comptes des crimes qui restent impunis. Quand elle est rentrée chez elle, le silence de son appartement lui a semblé différent. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se retrouvait seule avec sa liberté. Elle a enlevé ses chaussures, puis il s'est dirigé vers le balcon. Il a regardé la ville qui s'étendait devant lui. Il a pris une grande inspiration. Et là, entre deux pensées, il a compris que gagner ne signifiait pas seulement être libre, c'était avoir le courage de revenir dans le monde avec la même force qu'à son arrivée. Quelques jours plus tard, il reçut une invitation de la marine. Un geste inhabituel. Le retour officiel à son poste de responsable de la sécurité stratégique. C'était plus qu'une reconnaissance. C'était une réintégration. Mais avant d'accepter, Caroline voulut répondre à une question très importante. Avait-elle encore foi dans le système? Voulait-elle encore faire partie d'une organisation qui, lorsque cela était nécessaire, regardait la vérité en face? La réponse n'est pas venue rapidement. Elle est venue lentement. Et elle a fait ressurgir des souvenirs. Caroline s'est souvenue des visages de ses amis, des voix qui ont parlé de leurs convictions, des personnes qui ont mis leur carrière en danger pour lui donner une chance. Elle a alors compris qu'elle ne pouvait pas partir, car si elle partait, elle laisserait la place à ceux qui utilisent le pouvoir pour se cacher et agir dans la peur. Il a accepté le poste, mais avec une nouvelle mission, non seulement prendre soin, mais aussi changer les choses. Non seulement aider, mais aussi observer ceux qui aident. Et surtout, rappeler au système qu'il est au service des gens, et non l'inverse. Justice a-t-elle été rendue? Presque. Mais avec le retour de Caroline, elle commençait seulement à être rendue véritablement. Caroline avait retrouvé la lumière. Mais le système, silencieux et plein de rage, n'oublie jamais ceux qui le critiquent. Elle en était consciente. Saviez-vous que sa victoire au tribunal était justifiée et connue, mais qu'elle avait laissé des traces dans les coulisses du pouvoir? Il ne s'agissait pas de justice, mais de volonté propre, de surveillance, d'une machine qui n'accepte pas qu'une partie, encore moins une partie comme elle, noire, femme et militaire, choisissent de ne pas obéir. Au cours des premiers mois qui ont suivi son acquittement, la routine semblait revenir à la normale. Caroline a repris son poste de chef de la sécurité dans la marine avec un nouveau respect. Ses supérieurs, embarrassés par les informations relatives à l'affaire, la traitaient avec une attention particulière. Il semblait vouloir montrer que désormais tout allait bien. Mais derrière les salutations polies, elle le remarquait. Les regards qui s'attardaient, les réunions auxquelles elle n'était plus invitée, les instructions qui lui parvenaient de ses supérieurs étaient de plus en plus éloigné de sa capacité à changer les choses. Au début, c'était discret, puis sont apparues les notes internes, des questions simples sur son comportement pendant le procès. On parlait d'un usage excessif de la force dans son action, qui avait été mené en secret pour prouver son innocence. Puis une enquête a été ouverte, discrètement, sans préavis, sans qu'elle puisse assister aux réunions. L'idée était simple, elle avait commis un acte illégal en menant une opération secrète contre des membres du gouvernement. Même après avoir été innocentée par la justice, la marine, en tant qu'organisation, ne pouvait oublier qu'elle avait défié l'ordre établi par des actes qui avaient nui à l'image de l'institution. C'est à ce moment-là que Caroline a compris. Le procès n'était pas la fin. Ce n'était qu'une pause. Le système ne voulait pas seulement la battre. Il voulait lui montrer que remettre en question sa façon de penser pouvait avoir des conséquences. Aujourd'hui, ces conséquences se font sentir de manière impitoyable. Elles ne se manifestent pas, elles font simplement leur travail. Les journaux ont commencé à révéler peu à peu que le ministère public avait rouvert une enquête sur les moyens d'échapper et de se venger utilisés par Caroline après son arrestation. Cette fois, la plainte ne venait pas de Mathieu ou de Julien. Elle venait du système lui-même. Elle s'appuyait sur une série de documents qui, étrangement, provenaient du dossier disciplinaire de la marine. Des rapports, qui auraient été signés par des personnes travaillant à la base de Caroline, montraient qu'elle avait mis des vies en danger lors de l'opération qui avait permis de découvrir les deux accusés. Les documents affirmaient qu'elle avait utilisé des moyens illégaux. Ils parlaient de enlèvement et de séquestration. Ils ne mentionnaient aucun nom, mais ils étaient là, froids comme une décision dont on connaissait déjà l'issue avant qu'elle ne soit révélée. Caroline a reçu une visite à son domicile. Par un matin nuageux. L'enveloppe brune, avec le symbole de l'État sur le devant, semblait être une mauvaise blague. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle a lu chaque ligne avec la concentration de quelqu'un qui connaît déjà les coups de son adversaire. Le document disait qu'elle devait se présenter à une nouvelle audience. Lors de cette audience, elle serait accusée d'abus d'autorité, d'usage injustifié de la force et d'organisation d'une opération non autorisée. Elle n'était pas triste. À ce moment-là, ce qui la surprenait le plus, c'était à quel point tout était prévisible. Même lorsqu'il tente de
dissimuler ses actions, le système agit toujours de la même manière. Désolé, je ne peux pas ignorer cela. Veuillez me fournir le texte que vous souhaitez que je paraphrase. Ensuite, il perd confiance. Si cela ne fonctionne pas, il continue d'essayer. Et, à la fin, il tente d'en finir, non pas de manière agressive, mais en utilisant des règles, des procédures et des documents qui se resserrent peu à peu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Caroline s'était préparée. Le jour où elle est sortie du tribunal avec la décision annulée, elle a commencé à rassembler des preuves que le système n'avait pas changé. Elle a conservé des enregistrements audio, des notes de réunion, des captures d'écran de messages et des conversations informelles de collègues qui, en privé, disaient que les patrons n'étaient pas à l'aise avec sa présence. Elle a établi une chronologie très précise. Celle-ci retrace chaque étape depuis le jour de son arrestation jusqu'au jour où il a repris son travail. De plus, elle s'était fait des amis à l'extérieur, des personnes importantes, des journalistes, des militaires à la retraite et même des personnes travaillant dans le domaine des droits de l'homme qui ont suivi son histoire de près. Lorsque la nouvelle accusation a été rendue publique, Caroline n'est pas restée silencieuse. Elle s'est adressée à la presse. Elle a donné des interviews. Elle s'est exprimée clairement, sans exagération ni attaque. Elle a simplement dit la vérité. Elle a déclaré que le système essayait de la punir, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour qui elle était, et parce qu'elle n'avait pas cédé. Les gens, qui avaient déjà pris conscience de l'injustice qui avait été commise auparavant, ont commencé à agir. La pression montait. Sur les réseaux sociaux, son nom réapparaissait comme un symbole de lutte. Les organisations qui se battaient pour sa cause étaient désormais mieux préparées et communiquaient mieux. Cette fois-ci, Caroline n'était pas seule. Elle s'est tout de même rendue à la nouvelle audience. Il a enfilé son uniforme, celui qu'il portait avec fierté avant que tout cela n'arrive. Il est entré dans la salle avec son regard serein habituel, mais il semblait plus fort, comme quelqu'un qui a traversé des moments difficiles. En prenant la parole, il n'a pas nié avoir participé à l'opération qui avait poussé Mathieu et Julien à avouer. Il a clairement décrit chacune de ses actions et expliqué ses motivations. Il a révélé les failles du système. Le tribunal a rappelé que si elle n'avait rien fait, elle aurait aujourd'hui une peine à purger à cause de mensonges. Il a apporté des documents, des témoignages et des registres. Et il a prononcé une phrase qui résonnait dans toute la salle. « Je n'ai pas enfreint la loi. J'ai dû faire face au courage de ceux qui se cachent derrière la lâcheté. » Cette fois-ci, le juge n'a pas rendu sa décision immédiatement. L'audience a été suspendue pour discussion. Mais Caroline savait que le combat était en cours. Et plus que jamais, elle était prête à continuer à se battre. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise en cours de route, c'était bien celle-ci. La vérité ne s'arrête jamais. La justice, lorsqu'elle ne vient pas de ceux qui détiennent le pouvoir, doit être rendue par nous-mêmes. Cela peut nous demander beaucoup. Cela fait 6 mois que Caroline a repris son travail dans la marine. 6 mois qui ont semblé durer beaucoup plus longtemps. Les couloirs de la base dont elle assurait désormais la sécurité avaient une atmosphère différente. Ce n'était plus l'endroit où elle se promenait seule en tant qu'officier. C'était désormais un lieu où elle était célèbre. Tout le monde savait ce qu'elle avait traversé. Tout le monde savait qu'elle était revenue. Cela rendait chacun de ses pas plus bruyant que n'importe quelle voix. Mais Caroline ne se considérait pas comme une personne célèbre. Elle ne ressemblait pas à l'héroïne qu'on essayait de faire d'elle. Elle se voyait comme une personne qui ne voulait pas être oubliée. Et c'était peut-être cela qui lui faisait le plus peur dans le système. Son désir de vivre dans le respect. Ne pas se voir comme une victime, ni comme quelqu'un qui veut se venger, mais comme une personne qui est là. Être présente de manière claire, critique et très risquée pour ceux qui voulaient encore se cacher derrière les failles de la loi. Sa routine a maintenant changé. Elle restait organisée, respectait les règles et était rigoureuse. Mais tout ce qu'elle faisait avait désormais un nouveau sens, un objectif. Toutes les réunions avec les employés, toutes les tâches planifiées et chaque vérification des règles était effectuée avec soin afin de repérer les injustices qui n'étaient pas remarquées auparavant. Caroline était devenue comme un capteur humain, non par peur, mais par expérience. Elle connaissait les faiblesses du système. Elle savait où il mentait et maintenant, elle avait la capacité d'agir. Elle se déplaçait dans la base avec assurance, mais de manière simple. Elle n'avait pas besoin de parler fort ni d'avoir un air autoritaire. Sa force venait des expériences qu'elle avait vécues. Elle passait ses nuits en prison, se demandant si elle s'en sortirait vivante. Elle se souvenait avoir vu son nom être déshonoré, la douleur d'avoir été dépouillée de sa dignité par des hommes qui jouaient avec la vie des gens comme avec un jeu. Maintenant, tout cela se lisait dans son regard. Le regard de Caroline en disait plus long que n'importe quel uniforme décoré de médailles. Un jour, alors que je regardais les rapports, un soldat s'est approché timidement. Il était nouveau dans l'équipe et venait d'être diplômé. Il avait l'air inquiet. Il avait les yeux baissés et retenait son souffle. Lorsque Caroline l'a invité à discuter, il lui a raconté d'une voix émue qu'il avait été victime de discrimination de la part d'un supérieur ailleurs. Il lui a dit qu'il ne savait pas s'il devait en parler à quelqu'un. Il avait peur. Peur d'être traité comme elle l'avait été. Peur de disparaître dans le silence des règles institutionnelles. Caroline l'a écouté sans rien dire. Une fois qu'il eut terminé,
Elle resta debout quelques secondes. Elle regarda par la fenêtre du bureau. Puis il dit « Avoir peur ne signifie pas que tu es faible. Tu ne peux pas laisser la peur te contrôler. » Elle a également aidé le jeune homme à porter plainte. Elle s'est rendue sur place pour suivre l'affaire de près. Il a tenu à ce que tous les membres de l'équipe soient au courant, non pas par vengeance, mais pour que les choses soient claires, car elle comprenait que ce ne sont pas les paroles qui donnent de la force, mais les actes. Au fil du temps, d'autres militaires ont commencé à rechercher Caroline. Certains voulèrent des conseils, d'autres voulaient trouver le courage. Peu à peu, sans le vouloir, elle est devenue une sorte de modèle moral. Un phare silencieux dans une mer encore agitée. Ce n'était pas un rôle, c'était une question de foi. Dans ce monde, la confiance valait plus que les récompenses. Mais en dehors de la base, la vie continuait. Le nom de Caroline apparaissait encore dans des articles, des livres et des conférences. Les invitations à des fêtes, des hommages et des interviews s'empilaient sur son bureau. Elle refusait la plupart d'entre elles, non pas parce qu'elle ne voulait pas être sous les feux de la rampe, mais parce qu'elle comprenait que ce n'était pas sa place. Sa place était là où les choses se passaient vraiment, là où la vie des gens était en danger tous les jours, là où les choix pouvaient changer des vies, pour le meilleur ou pour le pire. Un après-midi où elle était seule, assise dans son appartement, Caroline a relu la lettre qu'elle s'était écrite lorsqu'elle était en prison. Elle était facile à lire. Elle était écrite à la main, d'une écriture ferme, mais qui semblait fatiguée. Elle disait « Si jamais tu quittes cet endroit, n'oublie pas ce qu'il t'a fait. N'oublie pas facilement, mais ne deviens pas non plus insensible au point de ne plus rien ressentir. Ce qui te rend dangereuse à leurs yeux, c'est ta capacité à être humaine. Préserve-la de toutes tes forces. » Elle plia la lettre avec soin, comme si elle gardait quelque chose de très précieux. C'était un souvenir de ce qu'elle avait réussi à surmonter, mais c'était aussi un guide sur ce qu'elle ne devait pas devenir. Elle ne voulait pas devenir une personne amère. Je voulais rester entière, même avec mes failles. La semaine suivante, une nouvelle officière est arrivée à la base, une jeune femme issue d'un milieu modeste. Le premier jour, elle a été placée sous la supervision directe de Caroline. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, le regard attentif et l'air déterminé, Caroline a souri. Voilà ce qui l'attendait. Pas elle, mais la personne qui viendrait après elle. Et c'était pour cela qu'elle continuait. Pas pour des raisons personnelles, seulement à cause de ce qui avait été laissé. Pour qu'aucune autre femme noire, ou toute personne qui remet en question le pouvoir, n'ait à souffrir ce qu'elle avait souffert pour être entendue. La libération, pensa-t-elle, c'est peut-être cela. Ne pas effacer les traces, mais la capacité de changer ces traces pour ceux qui allaient encore arriver. Caroline était désormais plus que la simple responsable de la sécurité. Elle était une petite graine, une menace pour ceux qui racontent des mensonges, une force tranquille pour ceux qui n'abandonnent pas. Et surtout, un rappel clair que le système, même s'il est très puissant, ne peut être détruit. Cela arrive lorsqu'on l'affronte avec sincérité, courage et la certitude que personne ne peut effacer une histoire écrite avec respect. 2 ans peuvent sembler longs ou passer vite. Cela dépend de l'endroit où l'on se trouve. Pour Caroline, 2 ans ont été suffisants pour se relever, pour retrouver sa place, pour renouer avec son objectif. Depuis qu'elle est redevenue générale de la marine, sa présence est devenue plus qu'un simple commandement. Elle est devenue un symbole. Elle était le signe que ce qui semblait impossible pouvait changer. La vérité, même douloureuse, peut encore être affichée avec fierté. Boston est devenue sa nouvelle maison, une nouvelle ville, avec un mode de vie différent. Elle pouvait se promener dans les rues sans se souvenir du passé à chaque coin de rue. C'est du moins ce qu'il semblait. Dans la prison fédérale de haute sécurité où Mathieu et Julien purgèrent leur peine après s'être confessés en public, le temps passait différemment. Ils n'arrivaient pas à s'habituer aux barreaux et aux couloirs silencieux. Dans ces lieux, il n'y avait que l'ennui et l'indifférence. La fierté blessée de 2 hommes qui avaient autrefois eu du pouvoir, désormais enfermés dans de petites cellules, grandissait comme une plaie purulente. Ils n'avaient pas oublié le nom de Caroline. Ce n'était pas seulement de la haine, c'était une obsession. Il ne la voyait pas comme une victime. Il la voyait comme la femme qui avait détruit le monde confortable qu'il s'était construit. Et cela, pour eux, était impardonnable. L'évasion fut planifiée. Elle fut planifiée avec beaucoup de soin. Ils ne s'attendaient pas à avoir assez de force. Ils comptaient sur les faiblesses des gens. Un nouveau policier, peu sûr de lui, endetté et facilement influençable. Un homme normal qui n'aurait jamais dû faire ce travail. Avec le temps, Mathieu commença à se rapprocher. Il lui offrit des conseils, lui montra qu'il se souciait de lui et engagea de petites conversations. Julien, avec ses mots bien choisis et son regard attentif, s'occupait du reste. Après quelques semaines, le gardien ne savait plus faire la différence entre aider et se lier d'amitié. Un soir, alors que la plupart des employés administratifs étaient absents pour une réunion urgente, le gardien a capitulé. Les mains tremblantes, elle a laissé tomber la clé par terre, près de la cellule de Julien. Quelques minutes plus tard, les portes se sont ouvertes. Les couloirs étaient sombres. Ils n'étaient surveillés que par des caméras qui, pour une raison quelconque, avaient cessé de fonctionner. La sortie a été rapide.
rapide, calculé. Ils ne se sont pas précipités dehors. Ils portaient des vêtements de travail et ont franchi les portes comme s'ils faisaient partie du quotidien de la prison. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ils étaient hors des murs qui les avaient emprisonnés pendant près de 1000 jours. Ils n'ont pas regardé en arrière. Après s'être échappés, ils étaient couverts de poussière et de sueur. Ils se sont cachés dans les environs pendant quelques heures. Ensuite, ils se sont rendus chez un ami de confiance de Julien. Cet ami est un ancien collègue qui s'occupe d'armes et d'objets importés illégalement. Quelqu'un qui avait encore des obligations envers eux. Là, ils ont trouvé un endroit où rester, de l'argent et des informations importantes. En quelques jours, ils ont élaboré un nouveau plan. Ils ne voulaient pas disparaître. Ils voulaient une réponse. Ils voulaient montrer à tout le monde qu'ils n'avaient pas été vaincus. Ils avaient juste pris du retard. La première étape consistait à trouver où se trouvait Caroline. Ils savaient qu'elle avait quitté son ancienne maison. Désormais, son travail était mieux organisé et elle n'apparaissait plus tout le temps en public. Ils pensaient que cela faciliterait les choses. Cela n'a pas aidé. Caroline avait tiré les leçons de ce qui s'était passé auparavant. Elle avait gardé sa nouvelle vie à Boston presque secrète, loin de l'attention des médias. Mais Mathieu et Julien avaient le temps. Ils étaient en colère. Maintenant, ils avaient des amis. Ils ont engagé un petit groupe de mercenaires. Ce sont des personnes expérimentées dans les opérations urbaines et la protection de cibles très bien gardées. Des personnes habituées à garder des secrets et prêtes à prendre des risques pour de grosses sommes d'argent. Pendant un mois, ils ont cartographié Boston. Ils ont recherché des informations, écouté des conversations et observé les rues. Puis ils ont trouvé ce qui semblait être la nouvelle maison de Caroline. C'était une maison d'apparence simple. Elle se trouvait dans un quartier calme, plein d'arbres, où les gens vivaient en paix et suivaient des routines répétitives. C'était exactement ce qu'ils cherchaient. Au début d'une froide après-midi, Julien et Mathieu, accompagnés de 10 hommes bien armés et équipés pour arrêter et emmener quelqu'un, se sont dirigés vers leur objectif. L'idée était simple. Entrer, prendre Caroline et montrer sa faiblesse. Transformer sa vie tranquille en un lieu de honte. Ils ne voulaient pas seulement lui faire mal physiquement. Ils voulaient aussi détruire le symbole. Ils pensaient avoir tout sous contrôle. Mais ce qu'ils ont découvert était tout autre. À l'intérieur de la maison, tout était calme. Quelqu'un surveillait. C'est une vigilance qui s'apprend avec un entraînement spécial. L'homme qui vivait là s'appelait Édouard. C'était le frère de Caroline. Édouard avait une expérience dans les forces spéciales. Il était doué pour planifier et aimait protéger les gens. Il attendait déjà, lui et son groupe, des hommes qui ne se font pas remarquer, mais qui sont prêts à agir comme une ombre dangereuse quand il le faut. Lorsque les voitures se sont approchées de la propriété, les capteurs se sont déclenchés. Les caméras de sécurité avaient été modifiées pour identifier toute personne qui s'approchait. En moins d'une minute, Édouard et ses compagnons étaient à des endroits stratégiques. Lorsque le groupe ennemi s'est approché, ils ont entendu un silence étrange, une sorte de tranquillité qui précède toujours un plan qui tourne mal. Julien fut le premier à le remarquer. Quelque chose n'allait pas. Désolé, mais j'ai besoin d'un texte spécifique pour paraphraser. Pouvez-vous m'envoyer un texte afin que je puisse vous aider? Puis, comme si tout le monde avait reçu un choc, ils comprirent tous. C'était un piège. Les premiers coups de semonce ont été tirés en l'air. Ils n'avaient pas pour but de blesser, mais de montrer qu'ils étaient encerclés. Le groupe s'est séparé, essayant de découvrir d'où venait l'attaque. Mais il était déjà trop tard. Ils étaient tombés dans un piège tendu par des soldats. Il n'y a pas eu de bagarre près des gens. Ils n'avaient qu'une seule option, rebrousser chemin ou se faire capturer. Mathieu donnait des ordres en criant, très nerveux. Julien essayait de changer la position des hommes, mais la communication ne fonctionnait plus très bien. La technologie d'Édouard éliminait les signaux. La confusion ne dura que quelques minutes. Lorsqu'ils comprirent qu'ils n'avaient plus aucune issue, ils partirent en emportant ce qui pouvait encore être considéré comme leur dignité. Ils montèrent dans les voitures et disparurent dans les rues de Boston, comme des ombres qui n'avaient pas atteint leur but. Mais ils n'étaient pas morts, et cela ne signifiait qu'une chose, ils reviendraient. Cette fois, Caroline et Édouard savaient très bien à qui ils avaient affaire. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de temps avant la prochaine étape. Comme dans un bon jeu de guerre, la prochaine action pouvait tout changer. La perte tranquille dans la maison de Boston fut un coup dur pour Mathieu et Julien. Ils coururent vite, sans ressentir aucune joie. Ils portaient leur tristesse à travers la ville comme un poids sur leurs épaules. Ils avaient investi du temps, des ressources humaines et de l'argent. Ils avaient organisé une attaque en pensant qu'ils allaient capturer Caroline et montrer sa faiblesse à tout le monde. Au lieu de cela, ils ont été surpris par un homme qui n'apparaissait même pas dans les premiers rapports de sécurité, Édouard. Édouard n'était pas seulement le frère de Caroline. C'était un travailleur formé dans les endroits les plus difficiles du monde. Un planificateur qui avait passé de nombreuses années à travailler sur des missions d'infiltration, de collecte d'informations et de sauvetage de personnes. Un homme habitué à gagner des batailles sans utiliser d'armes. Ce que Mathieu et Julien ignoraient, c'est qu'Édouard n'était pas à Boston par hasard. Il faisait partie d'un plan discret que Caroline avait élaboré après avoir été acquittée. Ce plan était un moyen personnel de se protéger
et de garder un œil sur tout. Il était invisible pour les gens ordinaires, mais dangereux pour ceux qui tentèrent de le contourner. Perdre chez soi ne signifiait pas que tout était fini. Pour Mathieu, c'était un défi. Pour Julien, c'était un défi. Aucun des deux n'était du genre à reculer pour toujours. Tous deux avaient vécu près du pouvoir. Maintenant, loin de leurs fonctions et de leurs insignes, ils n'avaient plus qu'une chose à offrir, la vengeance. Ils passèrent plusieurs jours à étudier Édouard. Ils piratèrent des caméras dans les villes. Ils achetèrent des données dans des endroits secrets. Ils payèrent des personnes cachées pour obtenir des informations. Le modèle était en place. Tous les soirs, entre 23h30 et minuit, Édouard allait faire un tour, toujours seul. Interdiction d'avoir une radio, un téléphone portable ou une arme à portée de vue. Il n'y avait que des écouteurs et des pas assurés dans les parcs de Boston. La scène se reproduisait avec précision. Et c'est là que les yeux de Julien se sont mis à briller. C'était l'occasion qu'ils attendaient. La semaine suivante, le plan était prêt. Seuls les soudeurs les plus expérimentés seraient utilisés. Le groupe serait petit, rapide et silencieux. Pas d'explosion, pas de bagarre visible. Un enlèvement sans dégâts, silencieux et précis. L'idée était d'emmener Édouard sans faire de bruit. L'idée était de l'utiliser comme monnaie d'échange. Avec cela en main, il forcerait Caroline à se rendre. L'idée, selon Mathieu, était simple. Si la tête ne change pas, il faut briser la colonne vertébrale. Le soir choisi, le vent soufflait froid sur les trottoirs. Édouard portait son manteau sombre habituel. Marchez d'un pas ferme et contrôlez votre respiration. La rue était presque déserte. Les arbres bougeaient dans le vent, puis 2 hommes sont sortis d'une ruelle mal éclairée. 2 autres personnes sont arrivées par derrière. Tout s'est passé en quelques secondes. Un coup bien placé à la nuque immobilisa Édouard. Une personne cagoulée fut jetée dans une voiture noire silencieuse. Dans le van, Mathieu observait la scène. Julien notait les coordonnées GPS. L'air était chargé de victoire. Ils avaient enfin gagné quelque chose. Ils avaient enfin entre les mains un élément important pour changer la situation. Ils se sont rendus dans un grand endroit à l'extérieur de la ville, seuls, oubliés entre des terrains vagues et d'anciennes usines. Là, les gens ont attaché Édouard à une chaise en métal. Ils avaient l'idée d'enregistrer des vidéos. Ils voulaient aussi envoyer des menaces. De plus, ils voulaient savoir où se trouvait Caroline. Ils pensaient qu'elle viendrait. Mais ce que Mathieu et Julien ne savaient pas, c'est que tout avait déjà mal commencé. Les points qui semblaient faibles dans le comportement d'Édouard étaient en fait des tests. Les promenades nocturnes n'étaient pas courantes. Elles étaient dangereuses. Les écouteurs sont des appareils utilisés pour écouter du son. Ils s'insèrent dans les oreilles ou restent près de celle-ci. Les gens utilisent des écouteurs pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou parler au téléphone. Ils permettent d'entendre mieux sans faire de bruit pour les autres. Vide. Ils ne servaient qu'à cacher l'écoute omniprésente. Se passer d'armes, une façon de montrer qu'on n'est pas sûr de soi. Et le coup porté au cou, un test pratique. Dès le début, Édouard s'est laissé emmener. Il savait que pour mettre fin au danger, il ne suffisait pas de se défendre. Il fallait s'attaquer à la source du problème. Sous son survêtement, Édouard avait un petit appareil, un traceur très moderne relié à 3 systèmes différents. L'un d'eux est le centre de renseignement de la marine. Le deuxième est un groupe d'intervention rapide, situé à moins de 20 km ouest de là. Le troisième est une unité de drone qui peut survoler toute zone suspecte. Le temps qui s'était écoulé entre l'enlèvement et le début du plan de sauvetage était de 24 minutes. Et le compte à rebours avait commencé. À l'intérieur de l'entrepôt, Mathieu faisait les 100 pas. Il était impatient. Son ancien désir de commander était toujours aussi fort, même sans symbole d'autorité. Il voulait voir Caroline à genoux. Il voulait l'entendre demander pardon. Mais lorsqu'il s'approcha d'Édouard, il trouva quelque chose d'inattendu, le calme. Les yeux du soldat étaient ouverts, fermes et calmes. « Tu crois que tu as gagné ?» demanda Mathieu avec mépris. Édouard ne répondit pas. Il se contentait de regarder, comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat d'un match avant que l'autre ne se rende compte qu'il est en train de perdre. Soudain, un bruit sourd se fit entendre, puis des lumières apparurent dans le ciel. C'étaient des appareils volants télécommandés. Et puis, le bruit clair de voitures approchant rapidement. Une voix sortit d'un mégaphone. À l'extérieur, hangar encerclé. Rendez-vous immédiatement. À l'intérieur, c'était le chaos. Julien courut vers le petit appareil qui surveillait la sécurité. Des images thermiques montraient de nombreux agents en train de s'organiser. Ils étaient encerclés par terre et dans les airs. Les soldats engagés commencèrent à s'agiter. L'un d'eux tenta de s'échapper par l'arrière, mais il fut immédiatement arrêté. En 5 minutes, l'endroit était envahi. Aucun coup de feu ne fut tiré. Personne ne fut blessé. Il suffit de tout remettre. Édouard quitta son fauteuil. Il se leva lentement. Il regarda Mathieu pendant un long moment. « C'était ton dernier coup, dit-il sans crier. Maintenant, c'est fini. » Mathieu et Julien furent emmenés, menottés et sous bonne garde. Personne ne dit rien. L'endroit où ils allaient être emmenés était une prison spéciale. Cette prison était située sur une île fortement gardée. L'île était entourée par la mer et surveillée en permanence. Un endroit où chaque mouvement était observé. Dans cet endroit, il était impossible de se
sentir proche de quelqu'un. Personne ne s'échappait de cet endroit. Ce n'étaient pas des barreaux solides qui retenaient les prisonniers, mais l'océan lui-même qui les gardait. Alors que l'hélicoptère s'élevait avec Édouard, il regarda par la fenêtre et se souvint de Caroline. « Ne t'inquiète pas, mais sois reconnaissant. » Tout cela, chaque mouvement, chaque piège, et chaque contre-attaque s'était produit parce qu'ils avaient appris ensemble. Ils avaient compris que la véritable force ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la patience, et dans le fait de savoir attendre le bon moment pour gagner. Il y avait quelque chose d'amusant dans la façon dont Mathieu et Julien avaient été vaincus à la fin. Ce n'était pas dans une guerre, ni sous les projecteurs. Il n'y avait pas eu d'échange de coups de feu impressionnants, ni de combat final palpitant entre le bien et le mal. Ce qui les avait vaincus était quelque chose de beaucoup plus fort. L'intelligence, la patience et la précision d'un plan qui avait commencé à se mettre en place bien avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient surveillés. L'hélicoptère volait au-dessus de la mer, traversant les nuages sombres dans un bruit continu. À l'intérieur de l'appareil, Mathieu regardait l'horizon, mais son esprit était ailleurs. Il essayait de trouver une faille, une erreur qui montrerait comment tout avait échappé à son contrôle. Comment, après avoir tant planifié et utilisé tant de ressources, il s'était fait prendre à nouveau. Le silence qui l'entourait n'était pas seulement dû à l'altitude, c'était le silence de celui qui avait perdu, le silence de celui qui comprend, une fois pour toutes, que la partie est terminée. Julien, qui se tenait à côté, ne disait rien non plus. Il serrait les poings et regardait le sol métallique. Ses pensées tournaient en boucle. Même s'il était celui qui avait planifié toute l'opération, il ne pouvait accepter le résultat. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas vu le piège se refermer sur lui. Comment n'avait-il pas remarqué que les promenades d'Édouard étaient planifiées? Comment as-tu fait pour que le plan se transforme en piège? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dès les premiers signes de mouvement à l'extérieur de la prison, Caroline et Édouard avaient déjà organisé des actions. Les services secrets avaient été alertés en secret. Toutes les actions de Mathieu et Julien depuis leur fuite avaient été observées. Les appels, les rendez-vous, les traces que nous laissons sur Internet et même les achats que nous faisons au nom d'autres personnes. Caroline comprenait que la véritable justice ne consistait pas seulement à suivre des procédures. Il était un gardien. C'était la capacité de savoir que l'on ne vainc pas l'ennemi uniquement par la force, mais par la persévérance. Et c'est cette persévérance qui les a envoyés en prison, pour toujours. L'hélicoptère a atterri sur une base flottante, une plateforme au milieu de la mer, entourée de clôtures métalliques, de capteurs, de systèmes de mesure de la température et d'une équipe spéciale qui se relayait. C'était la porte d'entrée vers l'endroit où ils seraient détenus. C'était une île-prison entièrement sécurisée, gardée par une unité spéciale de la marine. Pas de presse, pas de visite, pas de distraction. Là-bas, le temps semblait s'écouler différemment. Pas d'activités liées à la politique, pas d'influence. Texte sans titre. Les deux hommes ont été sortis de l'avion menotté. 4 agents braquaient leurs armes sur eux en permanence. Ils n'ont pas essayé de se battre. Ils portaient un poids qui n'était plus physique. C'était un état d'esprit. La fierté, qui était auparavant grande, diminuait maintenant comme un ballon qui a été crevé. Ils étaient également libres. Ils étaient sans lumière. L'arrivée sur l'île était soumise à des règles très strictes. Examen physique, entretien initial, empreinte rétinienne. Ensuite, ils ont été conduits à leurs cellules. Chaque cellule était unique et séparée par de larges couloirs. Les cellules étaient surveillées toute la journée par des caméras qui voyaient dans le noir. Il n'y avait pas de fenêtres. Seules des lumières artificielles imitaient le jour et la nuit. Le béton n'était pas seulement un matériau, c'était une décision. Cette structure avait été conçue dans un but précis. Le but était de s'assurer que des hommes comme Mathieu et Julien ne soient plus jamais un problème pour personne. Caroline, voyant que le transfert était confirmé, n'était pas heureuse. Il n'y avait pas de victoire ici. Ce n'était pas comme le monde le pensait. Elle soupira profondément, assise sur le bord du lit, l'un des dossiers de l'opération encore ouvert sur sa tablette. Je savais que le cycle était terminé, mais les marques en moi allait rester. Le problème causé par des personnes comme Mathieu et Julien n'était pas seulement physique. Il touchait aussi le fonctionnement même du système. Ils ont montré le poison qui s'infiltre dans les institutions. Le racisme apparaît comme une règle. L'abus se part d'autorité. Elle comprenait que le système avait encore besoin de nombreuses améliorations. Mais saviez-vous que des situations comme celle-ci, qui ont été largement documentées et ont été traitées avec fermeté, devenaient des exemples importants? Désolé, je n'ai pas de texte à paraphraser. Pourriez-vous me fournir un texte spécifique que vous aimeriez que je reformule, pour les personnes qui arriveraient plus tard, pour ceux qui ne croyaient pas qu'il était possible de changer la situation? Caroline a toujours dit qu'elle n'était pas une exception. C'était le résultat d'efforts, de règles, de force pour tenir bon. Et maintenant, ce
le résultat était aussi une protection. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourriez-vous me donner plus d'informations ou un texte que je pourrais paraphraser pour ceux qui allaient encore subir des injustices et qui avaient besoin d'un nom à utiliser quand tout le monde leur dirait « ça ne marchera pas ». Le lendemain, Édouard se rendit au bureau où Caroline conservait ses documents importants. Elle se tenait devant un mur couvert de cartes et de chemins d'information. Il entra lentement, sans formalité. Ils échangèrent quelques regards. Ils n'eurent pas besoin de parler, mais elle prit la parole après un moment de silence. Ils ne reviendront jamais. Ce n'est pas une façon de te venger, Édouard, c'est sûr. C'est une justice qui ne parle pas beaucoup, mais qui est forte. Édouard acquiesça. Ils se rapprochèrent et, pour la première fois depuis longtemps, ils réussirent à rire un peu. Pas de moquerie, plutôt du soulagement. Un soulagement modéré, comme quelqu'un qui a traversé une guerre difficile et qui, à la fin, se retrouve à nouveau. Sur l'île, les jours passaient désormais lentement pour Mathieu et Julien, chacun dans sa cellule, sans communiquer. Les projets, autrefois pleins de vie, s'évaporaient désormais comme de la vapeur froide. La situation était difficile. Ils étaient au bout du chemin. Le nom de Caroline, qui suscitait auparavant la colère, restait désormais dans leur esprit comme un avertissement de l'erreur qu'ils avaient commise. Le prix à payer pour avoir défié une personne qui ne revient pas sur sa parole, qui ne se souvient pas, qui ne se cache pas. Et ainsi, l'histoire s'est terminée par un équilibre qui semblait impossible il y a quelques années. N'applaudissez pas, mais restez calme. Un silence lourd et respectueux. C'est le genre de silence que seule la vraie justice peut créer. Au final, Caroline n'a pas seulement gagné son combat, elle a laissé une marque dans le système. Cette marque est facile à voir et ne pourra jamais être oubliée.